Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Cette semaine, on a un gros show pour vous autres. On a Guillaume Lepage, une légende de la télé, et Jean-François Mercier, un humoriste incroyable. Ça a été bien le fun à faire. J'espère que vous allez apprécier. J'aimerais remercier premièrement les gars d'avoir accepté mon invitation et je voudrais aussi remercier mes commanditaires. Cette semaine, je vais commencer en remerciant VistaWeb. VistaWeb qui a un offre pour vous autres. Si vous êtes coiffeur, coiffeuse, barbier, massothérapeute, dans le fond, n'importe qui, n'importe quel service esthétique. Tu sais, ça a été tough la dernière année. Le gouvernement nous a pas mal tout fermé. Et là, on commence à rouvrir lentement mais sûrement. Et ça te prendrait un site web qui a du sens. Tu sais, toi, là, tu peux pas passer tes journées à répondre au téléphone pour que le monde boucle leur rendez-vous. Ça te prend un système de rendez-vous automatisé sur ton site web. Malheureusement, tu te dis, ah, ça coûte cher. Tu sais, ça fait 1 an, j'ai pas de revenus. Et non, ça coûte pas cher avec VistaWeb. VistaWeb va te faire un site web complètement gratuit avec un système de rendez-vous. Tout ça, 100% gratuit, clé en main pour toi et ça te coûte rien pour la fabrication, ça te coûte juste 35$ par mois. 35$ par mois. Fait que tu l'essayes et il n'y a pas de contrat long terme. Là. Si tu ne l'aimes pas, tu l'as 1 mois, tu cancelles, ça t'a rien coûté. Et je dis ça t'a rien coûté parce que si tu dis à VistaWeb que tu as entendu la pub à sous-écoute, ils vont te donner le premier mois gratuit. Et oui, tu as compris, gratuit. Fait que tu as ton site web gratuit, tu as ton premier mois gratuit. Tu vas pouvoir passer ton temps à travailler au lieu de dealer avec des clients au téléphone. Va sur vistaweb.ca, clique sur l'onglet Système RDV pour avoir leur service. Mon autre commanditaire cette semaine, Pépé et sa guitare. Et oui, tu sais, on cherche des manières comment encourager nos artistes préférés. Et une manière qu'on peut faire ça, c'est en achetant leur merch, leur marchandises. Va sur le site pépéboutique.mysecondskin.ca si tu veux encourager Pépé et sa guitare. Pépé qui est un ami personnel à moi, c'est un ami du podcast, c'est un musicien incroyable et son merch, sa boutique est vraiment le fun, pour vrai. Il y a des t-shirts, il y a des albums, il y a des briquets. Moi, je pense que je vais m'acheter un briquet. Asti, je fume même plus, mais c'est lighter. Son logo, il est beau à Pépé, puis c'est beau, son lighter, puis j'en ai pas besoin de lighter. Tu sais, je fume pas. Je fume plus, mais tu sais, on sait jamais. Chris, ça peut être pratique, un lighter. Tu sais, moi, je viens de mettre pas mal d'argent dans le Bitcoin, là, puis là, je suis en train de tout perdre. Fait que si ça continue de même, dans 1 semaine, je vais crisser le feu à ma maison pour collecter les assurances. Et ce, grâce au briquet de Pépé et sa guitare. Va sur pépéboutique.mysecondskin.ca. Et je veux aussi remercier la boîte vegan. La boîte vegan, que c'est du comfort food vegan fait avec amour et livré chez vous. C'est du comfort food. C'est vraiment bon. La livraison est gratuite si tu commandes pour plus de 85$. Leur menu change à chaque semaine. Livraison maintenant disponible Ontario, Nouveau-Brunswick et Québec. Va sur laboitevegan.ca. Et mon dernier commanditaire cette semaine, c'est Planet Hoster. Planet Hoster, ça fait tellement longtemps qu'ils annoncent sur Mike Ward sous-écoute qu'ils n'en ont plus besoin de pub. Vous savez c'est qui, Planet Hoster. Vous leur faites confiance et eux, pour vous remercier de leur faire confiance, ils veulent que je plug 3 de leurs clients, des sites web cliniqueotera.com, rosedeschamps.com et savondescantons.com. Clinique Otera vous offre de prendre soin de vous par des traitements corporels avec des produits naturels. Vous pouvez découvrir leurs produits, leur boutique de produits et leurs soins sur le site cliniqueotera.com. Rose Deschamps vous offre des produits de qualité à base de rose, comme un sérum de rose pour le visage ou l'eau de rose. Vous trouverez leurs produits corporels et à manger. Découvrez les produits au rosedeschamps.com. Et finalement, Savon des Cantons vous propose des savons artisanaux, des produits visage et corps, des produits pour la maison et une boutique jardin. Découvrez cette savonnerie artisanale et éco-ferme au savondescantons.com. Et Planet Hoster souhaite une bonne fête des mères à tous les mamans du Québec. Alors, tu sais, moi, là, je
souvent, je fais des jokes sur les grosses compagnies. Tu sais, comme Radio-Canada, quand tu vas sur le site de Radio-Can, tu vas regarder une vidéo, il y a 171 pubs avant la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait autant de pubs cette semaine avant le podcast pour que Guillaume Lepage se sente comme chez eux. Fait que je veux remercier mes commanditaires cette semaine. Planet Toaster, savondescantons.com, rosedeschamps.com, cliniqueotera.com, Pépé et sa guitare, laboîtevegan.ca et vistaweb.ca. Merci beaucoup à vous autres. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Moi, j'ai passé une belle semaine, belle fin de semaine. Hier, moi, je me pogne pas avec personne sur Internet. Et hier, j'ai passé ma journée à insulter du monde. Chris, ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien. Il y avait... Tout ça a commencé pour une niaiserie. J'ai vu de quoi... qu'il y avait des boomers qui arrêtaient pas de chialer contre les millennials, que, tu sais, puis ils écrivaient « On peut plus rien dire dans notre temps, la liberté d'expression. On choquait pas, mais à cette heure, les millennials, tout choque. » Puis je me disais « Chris... » C'était pareil dans le temps, mais le monde était choqué pour des raisons différentes. Tu sais, comme t'entends souvent le monde dire, tu sais, Yvon, là, ce qu'Yvon Deschamps faisait dans le temps, il pourrait plus le faire aujourd'hui, sinon le monde serait choqué. Il pouvait pas le faire dans le temps sans que le monde soit choqué. Chris, il l'avait dit quand il était venu ici, il faisait ses shows, puis le monde partait. Tu sais, puis c'était du monde qui avait payé pour voir Yvon Deschamps, puis il partait. Fait que c'est juste, on dirait... on a tout le temps été choqués, mais là, on l'entend plus à cause des réseaux sociaux. Puis moi, au début, j'avais répondu, j'avais juste fait, regarde, les boomers, vous étiez tout le temps choqués, les millennials sont tout le temps choqués. Moi, je suis juste content d'avoir vécu pendant les 2-3 ans qu'on pouvait faire des jokes sans que le monde capote. Puis même à ça, c'est pas vrai, parce que moi, je repensais à ça. Moi, là, je sais pas pourquoi, hier, j'étais nostalgique. Je pensais moi, mes premières années en humour, il y avait un bar que je jouais souvent. Que je jouais souvent. Puis la première fois que j'avais été, le boss de la place avait dit à la booker, qui était ma blonde, il avait dit « OK, Mike Ward peut venir jouer parce que je sais que ça va vendre, mais il est mieux de pas toucher à une de mes filles. » Puis là, ma blonde, elle me dit ça, puis je fais, ils ont quel âge ces filles? Puis elle dit, elles sont petites, ils ont comme 7-8 ans. Puis j'ai fait, Chris, pourquoi qu'ils amènent ces filles de 7 ans d'un bar, tout croche? Puis 2, voir que, Chris, je suis devenu humoriste pour essayer de doigter des enfants d'un bar de McMasterville. Calice d'étron. Chris d'imbécile. Puis c'était ça. Mais le monde, tout le monde est choqué pour des raisons stupides. Puis moi, quand je me disais, je suis chanceux de Génération X, on n'était jamais choqués. Puis après, je me rappelle, que on est tout le temps choqué. Fait qu'il faut juste se rappeler que, tu sais, quand on dit les millennials sont choqués par Friends, les millennials sont pas choqués par Friends. Il y a 2 millennials qui écrivent pour le HuffPost ou pour Vice, que eux autres, ça leur prenait un sujet, puis ils ont écrit Friends, ça a mal vieilli. C'est ça le monde choqué par Friends. C'est pas. Il faut arrêter de. C'est ça. C'est pas tous les millennials qui sont choqués, puis c'est pas tous les boomers qui sont choqués, puis c'est ça. Puis là, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que François Legault, il t'avait payé, il paye tous les artistes pour promouvoir le masque, promouvoir les mesures. Puis c'est toute une clique, ça, qui se réunit secrètement. Moi, imagine, asti, en ce moment, je suis allé à la Cour suprême parce que, puis contre la Commission des droits de la personne, qui est une branche du gouvernement. Fait que je m'en vais en Cour suprême contre une branche du gouvernement, mais il y a une autre branche du gouvernement qui me donne de l'argent pour que je dise au monde de porter des masques.
Ça a du sens au bout. Asti que le monde Dès que sont tu penses magiques. pas, dès que tu penses pas comme eux autres, c'est parce que t'es payé puis tu fais partie du plan. Moi, c'est ça. Moi, c'est pour ça que c'est ça. J'ai pas de subvention vu que c'est Big Pharma puis Big Logo qui me paye. C'est tout. Tabarnak. Le monde n'a pas de sens. Et mes invités aujourd'hui, je sais que c'est deux gars que souvent reçoivent de la merde sur Internet. Il y en a un, Chris, qui reçoit de la merde sur Internet. Et hier, je me sentais comme lui quand je répondais à tout le monde. Je suis très content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Jean-François Mercier et Guillaume Lepage. Merci beaucoup. Merci Sont-ils payés au bruit qu'ils font, ces gens-là? Ils sont 8, on dirait qu'il y a 500 personnes. Ouais, là, c'est ça qui est écrit. Ils sont pas beaucoup, mais vu qu'ils trippent tellement, je suis sûr qu'il y a du monde qui écoute qui font tabarnak. Regarde-là, il nous dit de porter un masque. Ils sont 700 dans le bar. Mais merci beaucoup d'être là. Merci, Guy. Ça me fait plaisir. Je regarde souvent sous-écoute, mais comme tu enregistrais avant le dimanche soir, oui. Puis que moi, je diffusais le dimanche soir, il fallait que je réponde aux gens qui m'insultaient sur les réseaux sociaux. Alors, j'étais occupé, moi aussi. Toi, pendant... Là, c'est ça, vu que sous-écoute est live, ça doit être weird que tu réponds aux insultes 2 heures après. Je réponds plus. OK. Non, l'émission est faite. Non, je réponds plus. Je vais à peine voir les réactions après. OK. Oui, je peux rien faire. Moi, la raison pourquoi on s'était mis sur les réseaux sociaux au début de Tout le monde en parle, c'est que dès qu'on n'invitait pas quelqu'un, ça partait en vrai. Ils n'ont pas invité telle personne parce qu'ils ne votent pas pour lui. Alors que la raison, c'était on ne l'a pas invité parce qu'il était en Chine. C'est pas parce qu'on ne veut pas l'inviter, il n'est pas là. Alors, je répondais. Puis là, ça faisait tomber tous les articles parce qu'au début, quand On en parle a commencé, c'était le festival de moi, à leur place, j'aurais fait ça, j'aurais invité lui. Pourquoi ils n'ont pas pensé à tel sujet? Tu sais, il y a des gens, des fois, ils disent pourquoi vous n'avez pas pensé à tel sujet? Je dis parce qu'on est 6 recherchistes puis on passe la semaine à penser à des idées. Puis toi, tu as eu une idée qu'on n'a pas eue. Devine, il y a combien de chances sur 1 milliard que ça arrive? Ah ouais. Fait que là, c'est à ça que ça servait. Fait que là, je disais non, c'est pas vrai, il était pas là, on n'a pas pu l'inviter. Puis finalement, j'ai comme créé un monstre parce que là, je suis rendu que j'ai plus de codes d'écoute. Mais ça me semble que c'est une job de stagiaire. Faire ça, répondre à des... C'est comme si t'allais chez Walmart, chialer, puis Mais tu tenais à répondre personnellement, par exemple. Ben, écoute, on peut probablement dire que je suis le stagiaire le mieux payé au monde. Je pense que le deuxième est bien en dessous. Mais oui, je trouve ça important parce que j'appelle ça le service après-vente. Moi, je trouve que quand tu es connu, quand tu es une personnalité publique, probablement un politicien ou un sportif, à moins que les gens soient très élevés ou pas sympathiques, ça fait partie de ton travail et de la reconnaissance que tu portes envers les gens de leur répondre. Moi, j'ai toujours fait ça. Moi, si quelqu'un m'arrête sur la rue, j'y parle. Puis j'y parle au même niveau que lui. S'il est à tuer à toi, je suis comme ça. S'il dit « Monsieur Lepage », je dis « Madame Marcotte ». Puis s'il dit « Va chier mon hostie », puis j'ai dit « Mange la merde, mon tabarnak ». Mais je trouve ça important de répondre au public, que ce soit par écrit ou quand tu les rencontres dans la vie. Puis moi, j'appelle ça le service après-vente. Puis quand je vois des gens de mon milieu pas qui boudent ce plaisir-là, mais qui sont un peu méprisants avec les gens qui les font vivre. Qui les font vivre, oui. Je trouve ça poche. Moi, vois-tu, à cette heure, j'ai commencé à faire ça à cause de toi. Pas parler au monde, j'ai tout le temps parlé au monde, là. Mais avant, moi, le monde m'insultait, puis je le prenais. Puis tu sais, Jean-François, tu le sais, tu m'as déjà vu. Moi, les premières années en humour, le monde me traitait de tas de marde, puis j'étais comme, je vais y montrer que je suis un bon gars. Au lieu de faire, Chris, c'est un gars qui vient de me traiter de tas de marde, je devrais m'en aller, tu sais. Oui, mais tu as raison, sauf que toi, c'était des vrais individus. Moi, je réponds à des gens qui s'appellent Nordique 69, Joe Cap 27, puis je réponds pareil, tu sais. Puis des fois, mes amis autour de moi, André Duchamp, entre autres, il dit « Guy, tu réponds
à quelqu'un qui a 35 ans, qui reste chez ses parents, qui se crosse dans le sous-sol à longueur de journée. J'ai dit, je sais, mais si je peux lui enlever cette mauvaise habitude pendant quelques instants. Ça finit-tu par nuire à ta santé mentale? Répondre aux gens? Non. Parce que moi, oui. Là, moi, je te le dis. Là, moi, là, tu sais, justement, tu sais, je suis là, le tabarnak, tu m'as les retrouvé, m'aller chez eux, m'aller le battre. Ah non, mais moi, j'en ai. Non, mais moi, j'en ai retrouvé une couple parce que c'était des dangereux, là. J'en ai fait arrêter quelques-uns, là, mais c'était des débiles, là. Mais dans la vraie vie, je dirais que c'est comme un exercice de style. C'est un exercice de réchauffement quand t'es auteur. Ils sont durs, tu sais, Jean-François, ils sont durs à trouver. Mettons, tu te fais insulter par tu sais, Nordique 421. Il n'est pas dans le bottin. Non. C'est pas vrai, il est facile à retrouver. Ah ouais, c'est vrai? Oui, je te donnerai mes trucs quand on sera pas en nombre. Oui, c'est très facile. Mais moi, j'ai déjà entendu vraiment niaiseux. que tu as déjà retrouvé des gens puis tu les as appelés personnellement. Salut, c'est Guillaume Lepage. Oui, et plus. Ah ouais! Ah ouais! Non, mais des gens qui... Non, mais des gens qui menacent. C'est des gens qui menacent. Des vraies menaces là, envers toi, envers ta famille. Là. Ben oui. Mais ça n'arrive pas si souvent que ça, mais disons, je sais pas, peut-être dans les 15 dernières années, c'est peut-être arrivé, mettons, 3-4 fois qu'il a fallu qu'on fasse intervenir la police. dont récemment, là, il y a eu des menaces de mort, là, ça a passé d'un jour. Mais c'est des vraies menaces de mort. Je te remercie de ne pas avoir gardé plainte parce que ça aurait nuit vraiment à ma carrière. Mais comment que le monde réagisse quand tu t'appelles? Tu sais, mettons... Ils sont surpris. Moi, j'imagine... Ils sont bien surpris. Je me rappelle d'un en particulier, je ne veux pas rentrer... Ouais, je peux l'expliquer un peu parce que je me rappelle même plus de son vrai nom. C'est un gars qui avait commencé à insulter tous les artistes en même temps. Ah, c'est-tu Jeff Saab dans le temps? Oui, Okay, ouais. En disant des affaires horribles, mais horribles, là, à des gens, là, des affaires en riant de leurs enfants, de leur famille, puis je vais te tuer, puis des... Puis moi, j'étais tombé là-dessus, puis j'avais écrit genre hey, ça se fait pas, c'est une affaire, hein? Puis là, il avait commencé à se mettre sur mon cas. Et tous les artistes avaient un peu peur de lui. Moi, j'ai dit, je vais le retrouver. Puis là, j'ai engagé un hacker, j'ai retrouvé son nom, son adresse, son numéro d'assurance sociale, tout le kit. J'ai appelé la police. La police a dit, ouais, M. Lepage, ça va être compliqué parce que la police m'appelle M. Lepage. Ça va être compliqué. Surtout que tu n'aies pas arrêté pour violation de vie privée. Ça va être compliqué à retrouver. Je dis, ben non, il reste là, il s'appelle de même, c'est ça son nom, c'est son numéro d'assurance sociale. Là, la police t'appelle-tu? Hey, il y a eu un meurtre, Guy, tu fais-tu? On ne sait pas quoi faire. Non, là. Parce que 10 ans plus tard, là, il y a eu un tata là, qui a fait des menaces de mort à moi et Julie Snyder. Puis, on a fait une plainte à la police, puis je leur ai expliqué que ça serait le fun que ça aille plus vite qu'il y a 10 ans. Ouais. Il dit non, on est arrangé. Au bout de 2 heures, le gars, il était retrouvé. OK. Puis arrêté, puis tout le kit. Fait que la police a découvert Internet maintenant. Mais Mike, t'es arrivé de quoi de semblable aussi? Il y avait un gars qui me menaçait de te tuer, toi et Nantel. Ouais. Puis quand la police l'a arrêté, ils ont retrouvé un gomme dans son char. Ouais. Moi, tu sais, j'en parlais dans mon show. On allait faire un gag. Mais l'affaire, moi, qui m'avait marqué, c'est que, tu sais, dans les médias... Tu veux dire que tirer Nantel dans la tête, ça serait pas dur? Avec sa crise de grosse tête! Mais... ouais, ce gars-là... By the way, moi, c'est un ami à moi. Là, je me sens super à l'aise. Ben, tu sais, Mike aussi. Ben oui. Ouais. On souhaite toujours à nos amis de se faire tirer dans la tête. C'est pas que je souhaite, mais Chris peut pas vraiment le manquer. C'est une cible facile, là, au niveau... Ouais. Mais ouais, ce gars-là, en plus, moi, quand j'en parlais dans mon dernier show, la presse, le titre, c'était « Guy Nantel reçoit une menace de mort ». Puis je l'ai appris que moi aussi, j'étais dans ces cibles. Dans l'article, tu me semble, tu sais, contactez-moi quelqu'un, tu sais, c'est pas normal que j'apprends dans le journal qu'il y avait un gars qui avait mon adresse puis qui avait un plan. Puis qui ont appelé seulement Guy Nantel, oui, c'est insultant, effectivement. Ouais. Puis tu sais, il y a Chris, mais c'était à peu près dans le temps que je venais commencer à aller en cours. Fait que là, il se disait, OK, Nantel, on va le protéger. L'autre, tu sais,
C'est mieux qu'il meure là qu'en prison. Mais ouais, c'est ça. Moi j'ai jamais eu peur, par exemple, de ces gars-là, parce que, tu sais, quelqu'un qui fait une menace de mort, quelqu'un qui veut te tuer fera pas de menace. Il va te tuer. Ça. Quelqu'un qui fait des menaces... Ben, ça dépend. S'il est fou, il va te menacer avant. Mais... Là, c'est parce que tu penses qu'il est saint d'esprit. Mais s'il est fou, tu sais... si c'est Dieu qui parle, ou tu sais, s'il y a l'impression de... Moi, je pensais pas qu'on viendrait ici pour parler de s'il est fou, par exemple... Moi, pour vrai... Ça va jamais où ce qu'on pense, ici, par exemple, les conversations. Mais s'il est fou, j'ai l'impression que tu vas l'entendre arriver, tu sais. J'ai pas l'impression qu'un gars sain d'esprit, il est bon pour rentrer à quelque part sans se faire remarquer. Moi, chez nous, j'ai 75 caméras, j'ai un système d'alarme. Tu sais, il se rendra pas à ma porte. Moi, j'ai coulé psycho au cégep, fait que je sais pas quoi dire à ça. Mais peut-être aussi, c'est de même, je vais mourir, là, mais j'aime mieux vivre en pensant... Mais au moins, on va avoir du footage de ça. Ouais, avec tes 75 caméras, on va pouvoir même être monté puis réalisé. Tu sais, t'as plus d'images de la mort de Mike Ward que John F. Kennedy. Il y a 27 plans différents au ralenti. Ah, c'est vrai, ça, Chris. Là, en plus, ça veut dire qu'il y a un psychopathe qui écoute puis qui est comme défi accepté. Ah ouais, mon gros tabarnak. Mon 15 minutes de gloire. Nantel, il y a une grosse tête, mais le front à Ward, il est pas petit non plus. Je vais viser le cul, je suis sûr de l'avoir. T'as-tu déjà eu peur d'un de ces gars-là ou non? Non. OK. Non. Je vis pas dans la crainte et dans la peur, pour être bien honnête. Et c'est probablement une grosse part d'inconscience. Mais je veux pas... je suis assez dur à intimider, moi. J'aime pas ça, j'accepte pas ça, puis je réagis en conséquence quand ça arrive. Fait que non, j'ai pas peur, mais ça me rend pas invincible. Toi, Jean-François, c'est-tu quelque chose... tu sais, mettons, des menaces que tu as eues. T'en as-tu déjà eu que tu as fait « Chris, lui... c'est un dangereux ou? Je sais pas, mais moi, j'ai pas de dépendant, tu sais, fait que je suis plus dur à blesser, tu sais. Je sais pas, tu sais, je veux dire, quelqu'un... Moi, j'ai des dépendances. non, mais tu sais, quand t'as des enfants, tu sais, tu fais, regarde, peut-être que je vais me tenir plus tranquille, là, je vais jouer plus low profile, mais moi, j'ai juste moins, tu sais... Fait que, ouais, non, j'ai pas... honnêtement, moi, je suis un peu de... Ben, si je meurs, là, tu sais. C'est un... Ouais. J'avais entendu Pierre Marcotte, moi, dire... Moi, en tout cas, si ça arrive, j'aimerais ça faire le sermon. Mais, ben, crime, vendu. Mais moi, j'avais entendu Pierre Marcotte à la TV dire, ça m'avait vraiment impressionné, c'est une phrase qui m'avait vraiment impressionné. Il dit, moi, tu peux me faire mal, mais tu peux pas me faire peur. Il dit qu'il y avait déjà eu un gun sur la tête, puis il a fait « Tu peux me faire mal, mais tu peux pas me faire peur. Jamais que tu vas me faire peur. » Pierre Marcotte, Steve. Qui aurait cru que Pierre Marcotte, c'est le badass du Québec? C'est l'affaire la plus tough que j'ai jamais entendue. C'est notre Clint Eastwood. Pierre Marcotte. Tabarnak. Ça devait être fréquent pour le gars de la mafia qui avait son gun sur la tête de Pierre Marcotte. Puis t'as de la grosse tête frisée qui est juste comme « M'en calisse. » T'es mieux de me tirer parce que ça me fait pas peur. Catalogue, tire-moi dans la tête, mais fais-les tout de suite parce que tu vas là. Vous autres, vous vous êtes rencontrés à l'époque que t'écrivais sur... Moi, Guy, c'est la même chose que toi. C'est lui qui m'a donné ma première chance. OK. Ouais. C'est en sortant de l'école de l'humour. Moi, écoute... Besoin d'amour, je pense. Non, ça, c'est Mike. Ça, c'était moi, ouais. Besoin d'amour, un gars, une fille. Ça, on nous mélange souvent, les deux têteux. Oui, mais c'est-à-dire, c'est vrai parce que vous étiez à l'École nationale de l'humour. Ouais. Ta conjointe était Louise la directrice. Richer, qui était ma conjointe, était la directrice. Fait que c'est sûr que vous deux, toutes les autres avant, là, Patrick Huard, François Massicotte, je les ai tous vus quand ils commençaient, là. Parce que tu n'avais pas le choix d'aller voir les spectacles. Non, mais Loulou les appelait toutes le petit Pat, le petit Michel. Tu avais tant l'impression que c'était du monde qui pesait 120 livres puis qui était, tu sais... puis des fois, elle les invitait à la maison pour manger. Puis je me rappelle une fois,
Elle me dit j'ai invité le petit Pat puis le petit François pour manger parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Puis ça, je dis correct. Fait que, tu sais, eux autres, il y avait. Tu sais, moi, j'avais 24 ans, j'étais quand même rendu comme pas mal dans le business. Fait que je suis dans un tournage d'RBO, puis je reviens le soir avec des affaires dans mes bras. J'ouvre la porte, je tombe en pleine face. J'ai marché dans 4 paires de running shoes, des pieds longs de même. Puis là, je dis, asti, le petit Pat, il chausse pas mal. Puis finalement, tu te rends compte que le petit Pat, le petit François, ils sont tous comme assez dodus, assez chubby. Puis, mais pour elle, c'était ses élèves, c'était des enfants. Fait que je les ai toutes vues quand ils étaient touchants. Ouais. Non, mais... je les ai tous connus quand c'était des petits bébés. Ça, là... Moi, c'est sur un gars de fille que j'ai connu Guy. J'avais croisé Louise. Tu sais, des fois, là... Les affaires qui t'apportent du succès, ça tient à pas grand-chose quand tu le regardes rétrospectivement. Ah ouais, c'est vrai. J'avais croisé Louise dans un corridor, puis j'avais dit « Hey, Louise, moi, si jamais ça donne, j'aimerais ça travailler comme auteur. » Puis elle me dit « Ah oui, qu'est-ce que tu aimerais faire comme auteur? » Ils disent « Ah, on peut choisir. » Ben, elle dit « Oui. » Elle dit « Moi, j'ai plein d'offres. » Elle dit « Tu sais, si tu veux écrire pour la radio, je t'enlignerai vers ça. » Puis j'ai dit « OK. » Parce que moi, j'ai fait humoriste à l'école. J'ai dit, écoute, moi j'avais vu le pilote d'un gars de fille, j'ai fait, moi j'ai vraiment trippé là-dessus, j'aimerais ça écrire là-dessus. Puis elle m'a dit, ouais, mais Guy, il a tout son monde, tu sais. J'ai dit, tu me demandais c'était quoi? Ouais. Elle dit, je vais y en parler. Elle m'est revenue, elle m'a dit, je n'ai parlé à Guy. Le petit Jean-François aimerait ça écrire. Elle m'a dit, Guy, il a tout son monde, mais elle dit, si tu veux en écrire, envoie-y un. J'ai dit, je pourrais-tu avoir les sujets? Elle dit, là, je voyais, je poussais un peu, tu sais. J'ai dit, parce que si j'ai les sujets, je risque qu'ils m'en prennent. Si j'écris dans le vide, j'écris pour rien, tu sais. Elle dit, je vais y demander. Fait elle m'est arrivée avec la liste des sujets. Elle dit, by the way, t'es pas sur la gang d'auteurs, mais tu peux en écrire 10, pas plus que ça. Et je n'avais écrit 10, et Guy m'en a pris 5. Puis après ça, il a dit, j'ai bien aimé ça, ce que tu as écrit. Et là, il m'a embarqué sur la gang d'auteurs, mais il ne m'a pas donné de limite, ce coup-là. Fait que j'en ai écrit genre 75. Oui. Bien, d'ailleurs, tu sais, il y a eu 5000 textes à peu près d'un gars de fille. T'sais. Moi, j'en ai écrit la moitié. Ouais. Il y a Pascal Lavoie, qui était un étudiant de l'École nationale de l'humour, qui sortait de l'école, qui en a écrit la moitié de ça. Puis Jean-François, en fait, à nous trois, on a fait quasiment 90% des textes d'un gars, une fille, mais quand ça a vraiment commencé à marcher, là, puis que les auteurs étaient bien payés, là, parce que moi, je demandais... moi, je disais, je vais être super bien payé, puis je veux que les auteurs gagnent au prorata de leur contribution le même salaire que moi. Puis au bout de quelques années, et Pascal et Jean-François se sont trouvés avec beaucoup trop d'argent pour ce qu'ils méritaient. Mais je me rappelle Guy a remis que... ses cachets d'auteur, par exemple. Il nous les redonnait. Il ne prenait pas ses cachets d'auteur. Ça aidait aussi. Non, mais je prenais pas mes cachets de script éditeur. Je mettais ça tout dans un pot. Moi, anecdote de recevoir beaucoup trop d'argent. Quand je suis sorti de l'école, j'avais fait, je pense, 13 000 dans mon année. Puis à un moment donné, je reçois un chèque. Je rouvre l'enveloppe, je reçois le chèque, puis je fais... Ma blonde a fait une mauvaise nouvelle. Elle dit non, c'était un chèque. C'était combien? C'était 26 000 $. Mais tu comprends, quand tu as gagné 13 000 dans ton année. L'année. Puis là, je lisais ça, puis c'était là des coffrets collector en France. C'était des droits d'auteur, c'était des droits de suite, en fait. C'est ça aussi qui était formidable. Quand tu gagnes 13 000 dans ton année, 26 000 $, ça change ta vie. Mais tu sais, moi, ma théorie, là, tu sais, moi, je suis dans l'Union des artistes, l'Association des réalisateurs, puis la SARTEC, là, qui est la Société des auteurs, puis la SACD aussi. Quand un film est bon, là, tout le monde dit « Ah, grande réalisation, les comédiens étaient magnifiques. » Puis quand un film est plate, on va dire « Ouais, le scénario était plate, hein? » Alors que si tu as trouvé que le film était super bien réalisé et que les comédiens étaient hallucinants, c'est parce qu'il y avait quelque chose à jouer. Puis ça, c'est le texte des auteurs, c'est le scénario des auteurs. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir Brad Pitt dans ton film. Si ton scénario est à chier, ça va faire un esti de film plate. Et la preuve, il y en a des films plates avec Brad Pitt. Mais les acteurs...
évidemment, c'est normal, c'est eux autres qu'on regarde et qu'on aime, sont en avant-plan. Les réalisateurs qui sont doués, c'est important qu'ils existent. Puis ceux qui sont pas bons, mais ils se la jettent, puis ils sont tout le temps front. Puis nous, les auteurs, parce que je me définis comme ça en premier, ben on ramasse on est en arrière, puis on fait... Ça pogne pas bien gros un auteur avec les filles non plus. Ben, parle pour toi. Ben oui, je parle pour moi. Je parle pour moi, Guy. Non, mais, oui, non, mais... moi, là, tu sais, mettons, je rencontrais une fille, puis je disais que j'étais auteur, tu sais, elle disait, tu sais, puis ça, c'est une histoire vraie. La fille m'avait dit, mais là, t'écris-tu juste le script ou tu fais le scénario? C'est parce que c'est la même affaire, Chris de Conne. En tout cas, ça, je l'ai gardé pour moi, là, tu sais. Je savais pas que mes chances étaient à zéro. Mais, tu sais, tu fais, ben, ça même, elle dit là, attends, elle dit, quand d'un bougon, papa, il rouvre le frigidaire puis s'en va se prendre une bière, elle dit ça, c'est pas écrit. J'ai dit, ben oui, c'est écrit. Ben, elle dit, ça doit être Elle long, a sans pensé bon que sens. c'était Rémi Gérard qui avait soif. Ben oui. Il était comme, attends, là, je sais qu'il faut que je parle de quoi, là. Non, mais ça, c'est fréquent. Mais c'est pour ça que le monde, il trippe sur les comédiens, puis il fait des comédiens, ils sont formidables, parce que ils veulent croire que c'est Papa Bougon qui a soif, qui rouvre le frigidaire, puis... Mais tant mieux. Si c'est ça, ça veut dire que tu as bien travaillé. Mais tant mieux, mais puis quand que il y a les le gens temps de qui l'ont... fourrer, par exemple, faut que tu pédales une shot. Mais tu sais, tu envoies Rémi Girard, qu'est-ce que je te dis? C'est pas compliqué. ah ouais. Puis après, tu dis, tu sais, quand t'es joué après le clitoris, là, c'était moi ça. C'est moi qui l'avais écrit. C'est tout moi qui a écrit quoi faire. La fille, ce qui l'avait impressionné de ma job, c'est, à un moment donné, elle m'avait dit, mais Maton, tu pourrais-tu comme appeler Jean-Nicolas Véraud, puis il te répondrait? J'ai dit, ben oui. Et puis même, probablement qu'il serait content, parce que quand un auteur t'appelle, c'est parce qu'il a écrit quelque chose en pensant à toi. Là, t'sais. Ça, là... Puis là, t'as-tu demandé de l'appeler? Pauvre lui, que, tu sais, il est comme, oh yes, je vais travailler. Ah non, c'est Mercier qui veut fourrer. J'ai-tu une job où tu veux fourrer, T'es sûr que Jean-François? c'était pas dans l'émission de Shooter d'Éric Salvaille, là, où t'étais bien chaud, il fallait appeler du monde à minuit le soir? Ouais, moi, j'ai pas fait les recettes pompettes, mais je me suis fait appeler, par contre. Ah oui, c'est Puis ça. je peux te dire que ils t'avertissent pas avant. Non, C'est qui t'avait appelé? Ben, je pense que c'était Louis Morissette. OK. Ah oui, il était rendu là dans la liste. Les autres n'ont pas répondu. Non, mais je pense que je suis quelqu'un de le fun à appeler parce que Oui. je ne vais pas nécessairement répondre ce qu'il faut. Mais ça, revenir à quand tu sais, que le monde pense que c'est pas écrit, j'ai l'impression plus quelque chose est mieux écrit, plus ça a de l'air improvisé. Tu sais, si quelque chose a de l'air naturel, c'est signe que l'écriture était parfaite. Dans Un gars, une fille, il y avait beaucoup d'impro quand même. Non, c'était de l'impro, c'est-à-dire on jouait autour du texte. Moi, quand je recevais comment ça se passait, là, je ne sais pas si ça vous intéresse, là. Mettons oui, ça serait le fun que ce soit oui. Bon. Des fois, on avait un sujet pour un thème, je dis n'importe quoi parce qu'on ne l'a pas fait, là, l'avortement, puis d'autres fois, l'autre thème, c'était à la pharmacie. Fait que là, j'aurais dit à Jean-François, aux autres auteurs, à moi, on écrit des textes à la pharmacie. Puis Jean-François, il aurait dit, il se passe quoi à la pharmacie? Je dis, ce que tu veux, ce qui arrive à la pharmacie. Fait que là, Jean-François m'aurait remis des textes, Pascal, moi, Sylvie Bouchard. Il commence à se crosser dans la pharmacie, tu sais. Non. Ah, c'est pas de même, vous entendez? Non, mais là, avec tous ces textes-là qui se ressemblaient pas trop, puis les dialogues étaient pas toujours parfaits pour Guy et Sylvie. Moi, j'en faisais une histoire, je la mettais ensemble, puis j'arrangeais les dialogues pour que Sylvie et moi, on a l'air, que ça a tout le temps l'air du même auteur qui l'avait écrit. Sauf que si Jean-François avait pas envoyé cette idée-là, moi, j'y aurais pas pensé. Oh, ouais. Tu sais, Pascal Lavoie, il a commencé à faire des jokes de belle-mère. Puis ça a pogné, là, la belle-mère d'un gars, une fille. Moi, là, j'ai eu deux sortes de belle-mères. Soit je les aimais, soit je leur parlais pas. Fait que des anecdotes de belle-mère pas fines, j'en ai jamais eu. Fait que si Pascal avait pas pensé à faire une belle-mère un peu fatigante qui est là, moi, ça me serait jamais venu à l'idée. Mais comme ce personnage-là a existé, mais j'ai fini pour écrire pour une madame que je trouvais pas fine, mais qui n'existait pas, puis je connectais pas avec personne là-dedans. Moi, la mère de Loulou était super fine avec moi. Tu sais, j'avais pas eu de mauvaise belle-mère, mais c'est comme ça que tu crées une histoire. Ta belle-mère de l'époque,
Béatrice Piquet, tu veux dire... Non, dans la vraie vie, elle faisait dessus... Non, elle trouvait ça drôle, elle m'aimait bien, puis elle le savait. Okay. Puis à son décès, j'y avais même dédié une émission où il y avait la belle-mère. OK. Ouais. Non, je l'aimais bien, Tinat. Mais c'est comme ça qu'on... c'était le pigeon qui t'a chié dessus à la fin de l'émission. Oui, exact. Mais c'est comme ça qu'on se crée des histoires. Puis si tu dis, oh mon Dieu, c'est bien écrit, ça veut dire que les gens vont embarquer, c'est vrai. Mais encore faut-il que les comédiens soient bons. Ouais. Puis encore faut-il que ça soit bien réalisé, parce que je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Pensez à vos acteurs préférés ou à vos réalisateurs préférés. Steven Spielberg, il a fait des films plates. Robert De Niro, il a joué dans des films plates. Puis alors que c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est parce que c'était moins bon ce qu'il avait à jouer. Le sujet était moins intéressant, puis ça a donné ça. C'est aussi niaiseux que ça. Fait que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de texte. Ben, c'est pareil, puis, comme, tu sais, moi, je te trouve super bon comme comédien, mais dans l'appât, tu vois... Moi, dans la poche, je me suis fait un nouveau public. Mais moi, j'étais le monsieur qui jouait avec Rachid. Puis à chaque fois que je croisais des gens, des jeunes, en fait, à Saint-Léonard, à Montréal-Nord, tabarouette, je sais pas parce que j'animais, tout le monde en parle, là, que j'étais une vedette, là, c'est parce qu'ils m'avaient vu. Hey, c'est vous le monsieur qui jouait avec Rachid? Ouais. Mais ça... Je te raconte une anecdote, Mike. À un moment donné, je faisais un gars le soir. Puis on a besoin des gros noms pour ouvrir notre saison. Puis la recherchiste, elle me dit, ouais, elle dit, Guy, ça fonctionnera pas, il est en vacances. Puis elle dit, j'ai tout fait, mais elle dit, à moins que tu l'appelles. Fait que j'ai appelé Guy. Je l'ai fait sortir de ses vacances. Puis pour me rendre service, il est venu. Là, il est vraiment sorti de ses vacances. Et quand il est venu sur un soir, j'ai dit, hey, Guy, le film L'appât, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai vu dans sa face tout le mépris qu'il pouvait avoir. Quand il est sorti de mes vacances. Mon gros tabarnak, esti! Oui. Mais un instant, Jean-François. Ça, c'est juste poche. La joke que Mike a faite à prière de ne pas envoyer de fleurs sur L'appât, j'ai braillé de rire. C'est laquelle? Tu disais, bon, le film L'appât, il dit, mettons là, quelqu'un qui n'a jamais vu de film de sa vie. C'est la première fois, là. Puis là, tu développais là-dessus. Écoute, c'était hurlant de rire. Je me rappelle, j'avais un gag. J'avais un gag que je disais, c'est tellement mauvais. Quand je l'ai vu, j'ai ramené ma télé au Future Shop. J'avais fait une joke de même. J'avais fait la prière pour envoyer de fleurs de Pierre Hébert, puis je parlais de Madame Lebrun, tu sais. J'ai dit, tu sais, des fois, il y a des émissions que tu écoutes quand tu es jeune, puis tu trouves ça super bon, puis tu les réécoutes, genre 20 ans plus tard, puis tu fais, mais mon Dieu, mais c'était donc ben de la merde. Ben moi, c'est ça que j'aime de Madame Lebrun. C'est que t'as pas besoin d'attendre 20 ans, tu sais. Mais ça, Christy, je veux pas revenir sur L'appât, mais pour défendre L'appât, moi je trouve le problème. Non, mais je trouve le problème dans L'appât, c'est comme s'il y avait deux réalisateurs. Hey, moi, je l'ai jamais vu, hein. C'est comme si Guy jouait un film d'humour, puis Rachid faisait un film d'action. Ouais, mais c'était ça l'idée. Mais c'était pas sur le même ton. T'sais. Ben, écoute, je veux dire. Parce que si Guy essaye de suivre Rachid, il va être essoufflé en esti. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, mais l'idée, c'était ça. C'est un film, mon Dieu, mettons, de policier, puis ils prennent un appât, qui était mon personnage, pour essayer de l'embarquer dans une histoire pour dénouer une intrigue. Puis c'était un hostie de cave. Et j'ai adoré, mais vraiment, là, pour moi, c'est un très beau souvenir, ce film-là. J'ai adoré faire ça. La seule affaire que j'ai trouvée plate, c'est que le tournage devait finir le 28 août. Et 2 jours après, ma fête, c'est le 30 août. Puis j'avais un party pour mes 50 ans. Hey, ça fait 10 ans. Fait que ma blonde m'avait organisé ça dans un restaurant, plein d'amis, tout ça. Et la dernière journée de tournage... C'était au Lion d'Or que c'était?
Non, ça, c'est mes 40 ans. Imagine que tu étais là, toi. Colin, ça fait donc bien longtemps qu'on se connaît. Puis à mes 30 ans, tu n'étais pas au monde. Mais toujours est-il que pour mes 50 ans, j'ai une espèce de gros party, tu le quittes, et le 28 août, on me dit, Guy, il faut re-shooter le 3 septembre, fait que le film n'est pas fini. Puis tu sais, j'avais une grosse moustache, là, laide. Fait que je suis arrivé à mon party des 50 ans, j'étais très en forme quand même, parce qu'on faisait nos cascades, tout ça, avec une moustache, mais personne ne savait que je tournais un film. Puis c'était avant la Puis mode, là, tu sais, comme là, à cette heure. Non, c'était vraiment pas beau, une grosse moustache épaisse puis molle. Puis tu voyais en face de tout le monde qui ont fait « Bonne fête, tabarnak! » C'est quoi, ça? Puis tu sentais l'espèce de... En tout cas, toutes les filles m'ont vraiment regardé comme un tas de poêle. Tu sais, c'était comme... non, c'était... Puis là, au début, je l'expliquais. C'est parce que je tourne un film, puis... à la fin, je disais plus rien. Pas sûr de ton look, mais va chier. J'ai 50 ans, je suis plus les tendances. Toi, tu t'ennuies-tu de la scène? Oui. La réponse, c'est oui. Mais la scène, il faut que ça vienne avec un sujet. Comme t'ennuies-tu du cinéma? Oui, mais il faut que ça vienne avec un scénario. Je ne m'ennuie pas de la scène dans l'absolu. J'ai fait bien des shows avec RBO, j'ai adoré ça. Puis je pense que je me débrouille bien là, sur une scène. Là. J'ai animé plein de galas de la disque, des shows de la Saint-Jean, live, tu casses des shows devant tout le monde. Je ne suis pas nerveux, j'aime ça. Le show du Montréal 375e. Mais si j'ai pas d'idée, si j'ai pas de sujet, je m'ennuie pas de la scène. Okay. Puis jamais quand je vais voir mes amis humoristes, pendant que je regarde leur show, puis moi, je suis le bon public, là, c'est moi qui ris plus fort que tout le monde, ça arrive jamais que je me dis « Ah, que j'aimerais ça être à sa place. Okay. » Je me rappelle, une fois dans ma vie, j'ai rodé un numéro, c'était pour le 375e de Montréal. On faisait un show au Centre Bell. Puis j'étais venu casser ça ici comme 2-3 jours avant. Bien, si bol, j'aurais pas dû. Parce que j'ai eu tellement de fun ici. Que c'était décevant là-bas? Non, c'était pas décevant, mais je disais, j'aime ça, moi, des one-night stands. J'aime ça, moi, arriver puis le faire une fois. Tiens, asti, mais tiens, je l'ai fait, puis bye-bye. T'sais. Puis là, je l'avais fait, il y avait eu une super réaction. Puis là, au lieu de me dire, ça va bien aller dans 2 jours, je disais, ah ouais, il faut recommencer ça. OK. Puis là, j'essayais de trouver des nouvelles jokes juste pour me stimuler un peu. Mais j'aime ça, moi, le sur le coup, la première fois, puis recommencer. Tu sais, en tournée avec RBO, t'avais genre début vingtaine. Oh oui, fait que ça devait être le fun, ans, une gang de chums jeunes qui partent au Saguenay ou... Écoute, on est des universitaires. Ben, tout le monde connaît le début d'RBO, là, fait que je ne le répéterai pas, là, mais il n'y a personne qui veut faire ça dans la vie. Et tout à coup, on se retrouve à CIBL, au Club Soda, numéro 1 à C'est quoi avec Sarah en rap. On nous organise une tournée, on fait des shows, puis nos premiers shows, c'est dans des grosses salles. Tu sais, moi, je suis jamais venu. Moi, la première fois que j'ai joué dans une salle grosse comme le Bordel... C'était au Bordel. C'était au Bordel. Ah ouais. Puis, je trouvais le monde tellement proche, j'étais de même. Voyons, c'est donc bien. Je peux y toucher. Mais ça m'était jamais arrivé de ma vie, puis ça faisait 40 ans que je faisais ça. Tu sais, Mais pour l'avoir fait, non, tu peux pas le retoucher. Non, maintenant. On a eu un début de carrière tellement étonnant. Ça a duré combien de temps, mettons, entre le CIBL puis la tournée? C'est-tu 6 mois, 1 an, 4 ans? Entre CIBL 1981, puis mettons le début à C'est quoi, parce que RBO est devenu l'émission, je pense, la plus écoutée au Canada. Ça a pris 3 ans. Mais ça montait pas vite, mais pendant ces 3 années-là, à chaque fois, il y avait une petite affaire de plus qui faisait qu'on lâchait pas. Mais quand ça a parti, là, quand ça a décollé, là, pendant 10 ans de temps, là, on faisait... on écrivait des sketchs en s'en allant faire un show à Saint-Hyacinthe parce qu'on tournait le lendemain ou le surlendemain notre émission. Moi, ces 10 ans-là, là, on dirait que ça a duré 3 ans. Il me semble qu'il y a eu 3 Noëls, 2. Ça a passé tellement vite. D'un coup, je me suis retrouvé à 35 ans. Puis on était encore l'idole des jeunes. Puis là, il y avait des jeunes qui me parlaient. Puis je disais, voyons, je pourrais être son père.
Puis là, j'essayais d'être Mais cool, l'émission puis je me de TV sentais à pas là, TQS, pas en tout. L'émission de TV à Télé 4 saisons aussi, ça a donné un autre spin complètement. Ben, complet. Ça nous a fait remplir nos C'était salles. drôle, c'était drôle. On n'avait jamais... écoute, on manquait pas ça. Là. Moi, j'étais à l'université quand Rock et Belles Oreilles passait à Télévision 4 saisons. La famille Slow-Mo à Douane, on pleurait de rire. Mais c'est ton genre d'humour, ça. Moi, je l'ai... je l'ai déjà dit, mais tu sais, moi, le show Rock et Belles Oreilles à TQS, c'est à cause de ça que j'ai commencé à aimer l'humour québécois. On dirait avant ça, je me sentais j'aimais le public cible. T'aimais pas ça, Casse-Tête avec Daniel Lemay et Michel Barrette? Moi, j'aimais ça. Mais pour vrai, je comprenais que c'était drôle, mais c'était pas drôle pour moi. Puis là, RBO est arrivé, puis c'était meilleur que Saturday Night Live. Puis j'étais fier d'être québécois en le regardant. Tu sais. C'était la première fois que j'étais fier d'être québécois. C'était en regardant. C'est ma blonde de l'époque. Moi, j'étais genre début secondaire. Elle m'avait dit il y a un show à TQS. Puis je connaissais juste TQS à cause de Bleu Nuit, tu sais, vu que j'étais anglophone. Puis là, ça, c'est la seule émission qui donnait des érections molles à des adolescents. Ah ouais. C'était tellement plate que... Le pire... Oui, parce que ça t'arrivait jamais, ça durait jamais assez longtemps pour que... Quand je suis venu dans une pub de Downey. Tu sais, c'était tout le temps T'as ça. trop peur que ta mère rentre dans la chambre, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça, c'était tellement nouveau, puis c'était... Tu sais, je trouvais que vous poussiez les limites vraiment là, pour ce qui était acceptable à l'époque. Puis ça a vraiment marqué une génération. Bien, souvent, on représente notre génération. Moi, ma plus grosse surprise, quand j'étais dans RBO, ça ne me surprenait pas que le monde de mon âge, j'aime ça, ce que je faisais. Je veux dire, on présentait notre génération comme n'importe quel humoriste représente la sienne. Où on est resté surpris, c'est quand on était habillés en pyjama dans l'émission, il y avait des enfants qui nous regardaient. Puis tout à coup, on a commencé à intéresser la génération plus vieille parce qu'on faisait des jokes politiques et tout ça. Puis là, tu te retrouves, d'un coup, tu fais des shows, puis tu as des enfants, tu as du monde de ton âge, puis tu as leurs parents. Là, tu te dis, c'est quoi le bout? J'ai pas compris. C'est quoi le... Qu'est-ce que je fais de mal quasiment? Parce que je fais pas les shows ni pour eux autres, ni pour les vieux là-bas. Puis là, c'est dans ce temps-là que là, cette popularité-là, c'est vrai que ça t'échappe. Parce que tu es toujours... ton talent, il t'appartient, mais ta popularité, c'est pas toi qui décide. Puis c'est vraiment deux autoroutes qui peuvent aller dans deux directions différentes bien longtemps. On en connaît tous, nous autres, des humoristes qu'on trouve, nous, les humoristes, super drôles, puis qui ont des carrières qui ne lèvent pas. Il y en a d'autres, on se dit, comment? Je peux même pas croire que le monde aime ça. Puis ça ne nous appartient pas. C'est notre jugement, c'est nos goûts personnels. La popularité, c'est les gens qui te la donnent. Alors que ton talent, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, par contre. T'as quoi? Moi, je suis plus ou moins d'accord. Écoute, je vais dire de quoi que ça va être comme ultra méprisant, mais je trouve que souvent, les gens pensent ce qu'on leur dit de penser. Qui sont quoi? Ils pensent ce qu'on leur dit de penser. Fait que si on dit ça, c'est super drôle, ils vont trouver ça super drôle. Tu penses? Oui, ben... Puis là, tu viens de vendre ton truc. Ah ouais? Parce que moi, je me disais, il a raison. Mais... ça, je sais pas. On dit souvent, tu sais... à un moment donné, il disait « Rock et Belles Oreilles, c'est de l'humour bête et méchant. » Puis le monde était là « Ouais, Rock et Belles Oreilles, eux autres sont méchants. » Puis tu fais « Ben Chris, oui, mais pas rien que ça, là. Puis ils vont des champs, ça, c'est intelligent. » Tu fais « OK, parce qu'ils vont être pas méchants. Ils vont être très méchants. T'es drôle, tu sais. Mais t'es très, très, très méchant. T'sais. Ben oui, ça, t'as raison. Mais ça, c'est pas nécessairement les gens qui disent ça. C'est... soit tes producteurs, les gens des médias, les journalistes qui tout à coup vont te donner une étiquette, puis toi, tu peux la contester ou pas. Nous autres, RBO, on ne contestait rien. On nous disait c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est super beau ce que vous faites. On répondait jamais. Vous faisiez aucune entrevue à l'époque ou pratiquement? Oui, on faisait des entrevues pour aller vendre nos affaires, mais entre 1985 puis 2000, il y a eu une vingtaine d'émissions à la télé qui étaient « Est-ce que l'humour québécois va trop loin? » De qui tu penses qu'il parlait? Puis ils nous invitaient à chaque fois, puis on disait non.
Fait que là, ils faisaient l'émission entre eux autres, puis ils finissaient tout le temps par parler d'RBO, pas mal, en montrant des affaires. Puis nous autres, on répondait jamais. Tu l'aimes, cette joke-là, tant mieux pour toi. Tu l'aimes pas, honnêtement, on s'en calisse. Ça veut dire que t'aimes pas ce qu'on fait, puis mais ça a changé, on regarde d'autres choses. On n'a jamais répondu à ça. On s'est jamais justifié. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, tu peux même plus répondre. Ben, moi, vois-tu, je fais ça. Tu sais, mettons, mon procès, je fais aucune entrevue ou quasiment. Tu sais, mettons, dans les dernières années, j'ai fait... En théorie, on n'est pas supposé d'amener le procès à la TV. Là. Non, mais tu fais bien d'écouter ton avocat là-dessus. Non, mais tu sais, je me fais demander en entrevue non-stop. Puis tu sais, mettons, j'ai fait... tout le monde en parle. Puis une fois, puis j'ai fait Paul Arcand, juste pour... Tu sais, mais je voulais pas... Tu veux pas non plus tout le temps aller en entrevue pour reparler de ça, parce que sinon, tu deviens le gars qui est comme calice. Pourquoi qu'il parle juste de ça? Tu étais sorti de la dépression à coup de Roman Coke? Moi non plus, je ne veux pas trop en parler parce qu'effectivement, tu es en procès, tu es en jugement, puis l'animateur de Tout le monde en parle te dit de faire attention. Là, c'est fini, anyway. Tu sais, vu que j'ai payé mon dernier bill hier. OK, fait que c'est réglé. C'est, ben, tu sais, à mon avocat. Là, oui, je comprends. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Tu n'as pas acheté juge, finalement. Non. T'as manqué d'argent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une joke, là, soit elle passe, soit elle casse. Si je fais un gag, ou on fait un gag, on le trouve super drôle, ça ne rit pas, t'as beau te dire, asti, ils n'ont rien compris. Cette joke-là, garde-la pas. Ouais, mais elle passe mais c'est jamais ceux-là le problème, Guy. C'est sûr que le monde rit. C'est sûr que le monde rit non, mais je veux dire, c'est que tu justifies rien. J'ai fait un gag, ça rit. Oui, tu as parlé de ça, tu as dit ça de telle personne. Oui. Puis comment tu réagis? Ben, c'est quoi ta question? J'ai fait une joke une fois. Après ça, j'ai fait une joke sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Réponds pas là-dedans. Tu n'as pas trouvé ça drôle. Ben, c'est ce que je te dis. Moi, depuis que j'ai fait cette joke-là, j'en ai fait 2000 autres. Je ne sais pas si tu en as pogné une couple là-dedans, mais c'est. Moi, je commande jamais les jokes. Jamais. J'ai jamais fait ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu l'as aimé. Je dis merci. De trouver plate. Je dis, ben, c'est ça. J'ai jamais embarqué là-dedans. Pierre B.O., on se le disait, là. On commande. Mais aussitôt, en plus, si tu t'excuses pour une joke, tu rouvres la porte qu'il va falloir que tu t'excuses pour toutes les jokes après. Ben non, mais à la limite, tu pourrais t'excuser parce que vraiment, tu as dit une affaire que tu pensais pas. C'est pas grave de s'excuser. Mais moi, quand je fais une mais joke, c'est grave de se pense. justifier. C'est pas la même affaire. S'excuser, c'est je m'excuse, j'ai mauvais goût, ça a dépensé ma pensée ou j'étais sous quand j'ai dit ça. Ça c'est correct. Te justifier ça, toi, ça marche. Chris de bonne défense. Ça marche en J'aurais dû m'amener. Toi, tu pourrais dire, j'étais pas sous, j'étais pas moi-même. Alors que moi, quand je dis ça, ça passe pas tellement, tu sais, je suis pas souvent sous. Fait que, mais c'est ça, c'est de pas se justifier, c'est d'assumer ou de s'excuser, puis sinon, tant pis. Tu trouves-tu que, tu sais, on dirait les plus vieilles générations, on n'arrête pas de dire que à cette heure, on ne peut plus rien dire. Tu sens-tu qu'il y a vraiment une grosse différence? Ou c'est juste on entend plus le 1% de chialeux qu'on n'entendait pas dans le temps? C'est peut-être plus que 1%. Ou 5%. Mais ils ont le droit de s'exprimer aussi. C'est l'importance que tu leur accordes dans la collectivité. De ce temps-ci, là, que ce soit avec le mot en N, que ce soit ce qu'on appelle les woke, mais ils ont tout le droit de dire ça, puis ils ont tout le droit de se sentir offensés. Puis ils ont le droit de le dire. Puis toi, comme individu, comme collectivité, ben tu réagis à ça. En disant, je suis d'accord avec toi, je reconnais ta sensibilité et je vais faire attention dorénavant. Ou tu dis, je te conseille de ne pas te tenir avec moi parce que moi, ça ne me dérange vraiment pas. Parce que tu as le droit d'exprimer ta sensibilité, puis un autre, tu as le droit de dire, moi, je n'embarque pas là-dedans. La seule chose qu'il y a, quand c'est de la diffamation, quand c'est de l'insulte, quand c'est du mépris, quand c'est de la méchanceté dirigée envers un groupe ou un individu, bien là, en plus, c'est illégal de faire ça. C'est passible de poursuite, d'amende et de prison. Mais moi, je pense que, tu sais, c'est Rick Gervais là, qui a dit, moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Là. J'ai l'impression que je serais bon pour être Rick Gervais. Là. Il a dit... On peut rire de n'importe quoi, de la façon qu'on veut,
Puis si vous n'êtes pas content, tu peux décider que c'est important pour toi ou que tu t'en calisses. Ouais. Puis tout le monde chemine là-dedans. Fait que comme humoriste, tu dis, je dois faire attention à telle ou telle affaire parce que moi, ça me touche ou ça... Ben, c'est cool. Si quelqu'un s'en fout puis qui fait des shows en conséquence en disant, ça, c'est pour oreille avertie, ben c'est pour oreille avertie. Fait que si je vais voir, mettons, un show de Mike Ward, puis tout le long du show, je fais « Oh! 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 » Moi, je ne vais pas dire « Il est élevé, Mike Ward ». Je vais dire « Mais veux-tu bien me dire que c'est que tu tabarnak ici, Chris d'épais? » C'est ça que je vais dire. Mais la personne a le droit d'être offensée. Elle a parfaitement le droit de te détester. Mais viens pas te faire souffrir. Viens pas là. Laissez-vous mutuellement tranquille. Après 30 ans de carrière, moi c'est l'affaire qui me fait capoter quand le monde... Moi ça arrive plus que le monde vienne me voir et sont choqués. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas choqué personne dans ma salle à moi. Mais ça me faisait capoter quand Yvon il était venu à Sous-Écoute puis il disait que tout le long de sa carrière, il y avait du monde qui quittait la salle. La moitié de la salle. Choqué. La moitié de la salle. La moitié, c'est beaucoup, là. Puis Chris, t'es allé voir Yvon, tu sais c'est qui Yvon, là. Tu le découvres pas, t'as pas gagné tes billets assis au 6 à 6, là. C'est... Chris, t'as payé. Comment tu peux payer puis pas être informé pour qu'est-ce que tu vas voir? Ouais. Ça prouve une chose, Mike, qu'un jour, tu vas avoir les cheveux blancs puis une petite barbiche, puis tout le monde va dire c'était notre plus grand humoriste. Ouais. Et qui était fin. Fin. Mais moi, j'étais un grand fan d'Yvon Deschamps. Puis là, tu l'aimes pas? Oui, j'adore Yvon. Non, j'adore Yvon. Je suis très fier d'être son ami, mais moi, en 1972, quand c'était le début du mouvement de la libération de la femme, puis que lui faisait des jokes sur les femmes, super. Mais tout le monde comprenait le niveau. Ouais. Yvon Deschamps, on le sait, là, il aime sa femme. Là, il fait des gags sur le gars qu'il n'en revient pas que sa femme se libère. Puis On comprenait ce jeu-là, ce rapport-là, parce que c'est quand même quelqu'un qui a toujours été impliqué dans la société, qui a tout le temps défendu plein de causes. Mais quelqu'un qui ne le connaît pas, puis qui arrive, qui regarde ça, il va dire « Tabarouette, pourquoi tout le monde rit des jokes de ce monsieur-là? Ça n'a pas d'allure ce qu'il dit. » Parce qu'il y a comme une connivence avec entre l'humoriste puis son public qui est dur à expliquer parce que toi, tu vas faire une joke, ton public va rire, je vais faire la même joke, avec le même delivery, ça va être un autre feeling. Puis, mettons, Joël Legendre va essayer de la faire dans un gala un petit peu baveux, puis tout le monde va faire « Oh! » Puis c'est pas parce que la joke est pas bonne, c'est parce que toi, on sait par qui elle est portée, puis on est surpris que l'autre, qui a jamais fait des gags comme ça, tout d'un coup, il fait. Fait que là, tu dis « Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit là, lui? » Je me rappelle une fois, justement, Joël avait animé un gala, je ne me rappelle pas quoi, les Gémeaux, puis il avait 2-3 petits gags. Écoute, moi, j'appelle ça des apéritifs, mais pour lui, c'était des jokes chiennes. Puis tout le monde dans la salle a fait « Mais c'est parce que le messager, il nous déconcertait. Ouais, on disait « Voyons, il est-tu rendu bitch, lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Fait que c'était pas le gag, le problème. C'était la personne qui faisait le gag. Toi, tu sens ça que, mettons, vu que tu as... le monde savent c'est qui Mercier, que si tu changes de style pour un gag ou un numéro, tu perds ton monde? Oui, j'en parle en show. Tu sais, disons que je suis conscient que je ne suis pas tout à fait à la mode, là, mais moi, j'ai l'impression d'être pogné dans le sens que si je fais des affaires grand public, le monde font « Ah, c'est Mercier, zéro intégrité ». Puis si je fais mes affaires, le monde font « Regarde Mercier encore avec son asti d'humour de cabochon ». Fait que, oui, je sens que je suis un peu pris là-dedans. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pris une place qui était disponible. Et elle n'était pas disponible pour rien, c'est parce qu'elle n'était pas confortable. Fait que puis tu sais, je veux pas chier sur ce que j'ai fait parce que honnêtement, je suis très, très fier de ce que j'ai fait. Mais, tu sais, des fois, tu aimerais ça faire d'autres choses. Puis, ben, c'est ça. Tu remets le casting pour ça. Là, moi, non, mais tu peux écrire pour les autres. Ouais, mais ça, c'est chiant aussi. Hein? C'était pas tous des projets.
Moi, j'ai remarqué une règle. Tous les projets, plus ils étaient payants, plus ils étaient le fun. Puis ça n'a pas rapport avec l'argent. Là. C'est pas... mais on se faisait... Tu sais, un gars de fille, t'envoyais ton texte, t'aimais l'idée, tu l'arrangeais comme tu voulais, puis tu recevais ta paye, puis tu sais... des fois, on te fait réécrire. Je viens de réaliser, pour le Mike Ward Show, je pense que j'avais donné 400 pièces pour la saison. De quoi? Il t'a donné 400 pièces pour la saison du Mike Ward Show. Ben, on faisait rien, mais c'était super drôle, là, un Mike Ward Show. Il recevait plus que ça par texte, par sketch. Oui. Mais tu sais, Jean-François, au début, excuse, on va revenir à ce que tu disais, mais c'était pour ça qu'il était dur à convaincre de monter sur scène puis de faire des affaires en tant que Jean-François Mercier, parce que je disais, Chris, que t'es drôle, mais j'y disais ça, je disais, hey, tu pourrais avoir du succès, toi, en stand-up, toi aussi. Moi, j'avais ma petite calice de maison. Lui, il avait son esti de gros château qu'il avait payé avec un gars, une fille. Fait que c'est dur de convaincre un gars, faire « Tu pourrais avoir ma vie, puis j'ai un Honda Civic 91, puis Chris, j'ai des créanciers qui courent après moi, tu sais. » Mais sais-tu ce qu'il nous faisait, Jean-François? Je vais le compter parce que personne n'est au courant. C'est que les auteurs m'envoyaient des textes, moi j'en écrivais, puis là j'en sélectionnais pour la lecture de textes. Puis on se réunissait avec M. Bissonnette, qui est décédé aujourd'hui, qui était mon père spirituel dans le milieu. Sylvie, moi, puis Sylvain Roy, le co-réalisateur, puis Sophie, on était 4-5. Et c'était la première fois qu'on lisait les textes. Sylvie les découvrait. Finalement, il y avait juste moi qui les avais lus. Mais Sylvie est super bonne, puis elle était willing. Alors, moi, je prenais les textes que je pensais qui étaient les meilleurs pour la lecture. Puis Jean-François, pour s'amuser, il m'envoyait tout le temps un texte qui avait aucune allure. Là. Tu peux pas faire ça. Il n'y a aucune chance que ce texte-là passe à la TV. Mais Sylvie a trouvé ça drôle. Puis là, je donnais un petit coup de pied en dessous de la table. Ça voulait dire, ça, c'est un texte où on essaye de le défendre. Là. Puis là, ça pouvait commencer du genre Sylvie qui dit Guy, ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans ma face. Puis là... Puis là, moi, je disais... c'est de la fiction, ça se peut! Puis là, moi, je disais... Puis là, ma réplique, c'était... Ben écoute, c'était les premières années, ça. Maintenant, la passion a fait place à la tendresse, tu sais. Puis là, on lisait le texte. Puis là, M. Bissonnette, il disait... Puis tu sais, il était quand même ouvert d'esprit, mais il dit ça, je suis pas sûr que ça peut passer à la télévision à 7 heures. Tu sais, nous autres, on le sait que ça ne passera jamais. Je disais... Mais Jean, ça dépend, hein? C'est des couples modernes, tout ça. Puis Sylvia disait, oui, puis quand c'est fait avec respect. Fait que là, Jean-François, il nous envoyait tout le temps un petit texte comme ça, qu'on lisait, puis qu'on essayait de défendre le plus possible, jusqu'à temps qu'il y en a un qui éclate de rire, puis là, on disait, ben là, c'est une joke, là. On fera pas ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Moi, je me rappelle, quand c'est fait avec respect. Ouais, excuse de t'avoir coupé, Jean-François. Ben, il n'y a pas de trouble. Okay. De quoi qu'on parle là? Si j'ai l'impression... il faudrait un animateur. Exact. Non. C'est là... On me donne là avant 4 bières. Là, tu sais, c'est là que tu vois qu'il sert à de quoi tes petits cartons. 4h30 assis sur une affaire, je te dis que tu en aurais des cartons, toi. Ah ouais. Puis l'autre affaire aussi, n'oubliez jamais, petit truc à la maison, toutes les personnes là, qui parlent à la TV, là, ils ont soit des écouteurs, soit des prompteurs, soit des fiches, soit des affaires où ils regardent des cue cards. Personne n'apprend 4h30 de télévision par cœur. En fait, personne n'apprend 4h30 de théâtre à part Robert Lepage. Toutes les autres, c'est de la job. T'as besoin de cue puis t'as besoin d'informations. Mais qu'est-ce qui est écrit sur ton carton? Lis le prompteur? Est-ce que tu l'as retrouvé, ton idée, là, ou tu veux qu'on... Oui, mais c'est... tu disais que tu sens que t'es pas... moi tu sais, je sais que ça me nuit. Tu sais, présentement, tu sais, je fais je sais pas si ça va revenir, mais tu sais, je faisais... Rire sans tabou à Z, que je trouve que... C'était bon en passant. Ah, c'est vraiment bon. Ben, tu sais, c'est quelque chose que je suis vraiment fier. Puis,
Là, il y a plus de monde qui ont applaudi qu'on a notre code d'écoute. Là, je suis un peu surpris. Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, vu que c'est à Z, ben c'est pas beaucoup écouté comme si c'était un poste généraliste, puis comme on était contre les beaux malaises. Ça nous aidait pas bien. Moi-même, j'écoutais les beaux malaises. Mais tu sais, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier, que je trouve que l'humour fait ce qu'elle a à faire et que j'ai été vraiment surpris qu'on m'appelle pour m'offrir ça. Souvent, tu étais parfait pour ça, par exemple. Tu sais que tu es un gars osé, mais sensible comme ça se peut pas. Tu sais, mettons, moi, animer ça virait mal parce que t'aurais le gars qui pleurerait, t'aurais moi qui ferait comme « Il braille, esti! » Tu sais? Mais c'est déjà arrivé que ça aille trop loin, mais tu sais, on le coupe au montage, puis on lui dit, là, tu sais, on lui dit, c'est pas un souper presque parfait, cette affaire-là. S'il y a de quoi que t'es pas à l'aise, on va le couper au montage, tu sais, tandis que, tu sais, un souper presque parfait, si tu dis une connerie, c'est sûr que ça se retrouve en ondes, là, tu sais, Oui, mais c'est parce qu'ils sont fiers que ça soit en ondes aussi, je parle des concurrents, là. Oui, eux autres, ils voient pas que ça n'a pas d'allure, ce qu'ils viennent de dire. Je pense que oui, tu sais, il y en a qui font, moi, j'étais là pour lui dire que, ouais, c'est ça. Mais oui, tu sais, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier, tu sais, puis je me disais, crime, c'est bon aussi pour moi, tu sais, peut-être que je vais être, tu sais, vu ou pressenti pour faire d'autres affaires qui sont plus que tu penses pas à moi, tu sais, d'ordinaire, tu sais, comme, tu sais, des affaires plus human, des affaires... Puis, ben non. C'est-tu vers là que tu veux t'en aller en vieillissant? On pense plus à Mercier comme le bon gars que... J'ai 53 ans, là, tu comprends? Les jokes de perruche, là, tu sais, c'est... Je trouve ça plus d'à propos quand tu bandes encore, là, tu sais. Mais, non, je ne vous annonce pas que je bande plus, là, mais disons que je sais que je m'en vais vers ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie, là, tu sais. Fait que oui, tu sais, j'aime ça, aborder des sujets, justement, des fois qui sont plus politisés, puis tout. Puis, tu sais, t'as l'impression d'être pris... tu sais, t'as l'impression d'être un arc-en-ciel, puis on veut juste une couleur de toi, là, tu sais. Ou des fois, on m'appelait... Brun? Hein? Brun? Oui, voilà. Le fameux arc-en-ciel brun. Mais tu sais, Jean-François? Mais souvent, on m'appelait, moi, tu sais, puis tu sais, je voyais qu'il était là. Ça serait cool d'avoir un serpent comme toi, avec ta couleur de serpent, puis tout. Puis tu sais, j'arrivais avec mes affaires, mes textes, puis le monde faisait « Ouais, mais tu sais, nous autres, on aime mieux quand c'est plus doux, quand c'est chaud. » Fait que tu veux un chien, finalement. Tu veux pas un serpent pantoute, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça te tente pas, Jean-François, de tu sais, t'avais quand même conquis le web avec quelques capsules, puis t'étais bon là-dedans. Et moi, j'ai toujours été trop en avance sur mon temps. J'avais une chaîne YouTube qui marchait au bout. J'ai tout laissé tomber ça. Puis là, il y a du monde qui gagne de vie là-dessus. Puis moi, j'ai toujours refusé d'être payé pour ça. Puis je me disais, écoute bien. Tu refusais d'être payé par YouTube? T'envoyais un chèque, tu le déchirais. Non, je déclarais pas mes œuvres. Okay. Fait que comme ça, je me disais, si le monde ne sont pas contents, je veux pas les entendre chialer, quitter Carlis, tu sais. Mais écoute, ça, c'était dans ma vision de vieux bonhomme. Mais ça te tente pas de reprendre le web d'assaut pour refaire ton branding, peut-être, tu sais, admettons, continuer de le développer? Julien Lacroix, il a laissé une place, là. Tu rentres. Ben, honnêtement... tu sais, j'ai déjà pensé. C'est quand même... tu sais, j'ai quand même la chance, tu sais, d'avoir un public qui me suit, tu sais, puis de faire des shows. J'aime bien faire des shows. J'aime bien cette relation-là que j'ai avec le public. Puis, honnêtement, moi, plus je passe de temps sur les réseaux sociaux, moins je suis heureux, puis plus j'ai un désir de mort qui grandit à l'intérieur de moi. Fait que je me dis, ouais, peut-être que c'est peut-être pas à la bonne place pour moi. Tu sais, mais je pense, par exemple, ton stand-up, tu sais, il y a moyen de rester exactement qui t'es, mais sans le côté joke de perruche. Tu sais. Je pense, tu sais, comme... Oui et non, dans le sens que quand le monde vient te voir en show, ils ont des attentes, puis tu peux pas toutes décevoir leurs attentes. T'sais. Puis souvent, leurs attentes sont impossibles à atteindre dans le sens que ils veulent avoir
le Jean-François Mercier qu'ils ont vu dans le passé, mais ils veulent être surpris, tu sais. Fait que tu fais, fait qu'il faudrait que ça faudrait que ça soit comme un peu différent quand même, tu sais. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Je me retrouve un peu dans une drôle de position. Moi, dans mon deuxième show, j'avais fait un virage où je voulais devenir plus grand public. Puis tu vois, ça a eu l'effet inverse. Le monde ont fait « Ah non, nous autres, on aime ça, les vrais, qui se tiennent puis qui tiennent à leurs affaires. » Fait que je les ai plus envoyés à toi, tu sais. Yvon Deschamps avait fait un show qui s'appelait La mort du boss pour tuer son personnage d'employé de... Toi, tu préfères La mort de la perruche, puis faire quelque chose d'autre. J'ai peur d'avoir PETA sur le dos. Mais tu sais, moi, je n'avais d'ailleurs déjà parlé quand à Tout le monde en parle. Moi, c'était un choix que j'avais fait il y a une couple d'années de... J'ai plus de numéros sur la sexualité. Vu que... puis la raison, c'est que, tu sais, je suis avec la même fille depuis une vingtaine d'années. Fait que t'as plus de sexualité. T'as plus de sexualité. Non, mais tu sais, un humoriste qui raconte un trip de cul, tu sais, une histoire de one night, c'est drôle. Mais tu sais, de raconter la sexualité de quelqu'un que tu es avec depuis 20 ans, je trouve ça weird. Parce que je veux pas tomber dans les clichés de « on fourre plus », mais en même temps... Mais j'ai vu plein de numéros, mais en tout cas, j'ai quelques numéros qui me viennent en tête. Je trouvais que tu le réinventais bien, ça, comme quand tu écoutais des films porno gays avec ta blonde. Mais ça, puis que toi, tu étais super ouvert, mais ton pénis, s'il y avait peur! Ça, on dirait, c'est comme le dernier show que je voulais enterrer, ce côté-là. Puis après, vois-tu, le show d'après, il a un peu moins marché, mais le show, tu sais, on dirait ça a pris un show pour que le monde fasse « OK, c'est plus ça ». Tu sais, ma première tournée, j'avais des coups de téléphone. Deuxième tournée, je voulais pas en faire, mais j'ai fait, je vais en faire un peu. Troisième tournée, je n'avais pas. Le monde sont fâchés 1 minute, puis après, ils oublient, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que si tu fais plus des gags de sexe, tu sais, je vais faire quoi, tu sais, des gags sur des enfants handicapés, tu sais. Je sais pas, tu sais. Ça, c'est inacceptable. Ça, là... Hey, Yann, il doit y avoir bien des questions, j'ai l'impression. Ouais. Il y a Raphaël qui demande « Guy, as-tu des plans pour l'après Tout le monde en parle ou d'autres plans futurs qui sortent? » Comptez ton argent, Guy! Non, Jean-François, il y a des gens qui font ça. Oui, j'en ai toujours des plans, mais je suis pas très carriériste, moi. Big Brother 2. Moi, il m'aurait sorti avant Geneviève Borne. Mais la réponse, c'est j'ai un projet. Oui, j'ai un projet. Il marchera s'il marche. Là, je fais Bébéatrice pour la 4e année. Là, je suis en train d'écrire la 4e saison, mais la tournée, en fait, l'enregistrer. J'aime bien ça, faire ça, beaucoup. Je ne sais pas combien de temps je vais faire Tout le monde en parle, parce que ça fait pas 17 ans que je fais Tout le monde en parle, ça fait 17 fois 1 an que je fais Tout le monde en parle. Je décide à chaque fin d'année si je recommence. Puis ça me donne 6 mois de libre pour faire n'importe quoi d'autre. OK. Fait que ça, j'aime ça. Fait que ta réponse, c'est non, mais ça me dérangerait pas qu'il y ait un projet. Tu gardes ta carrière de chanteur sur le hold, là. Toujours. Mais je suis toujours disponible à faire les grands succès de Claude François. Tu y penses-tu, tu sais, après 17 années de je veux partir avant que le monde dise « Ah, c'était la saison de tout ». Ben oui. Ben, il y a 3 raisons qui feraient que ça pourrait arrêter rapidement. C'est le désaveu du public, le désintérêt de l'animateur ou la perte de confiance du diffuseur. N'importe quoi de ces 3 affaires-là, ça finit là. Okay. Ça termine. Puis heureusement, c'est pas le cas. Il y a encore 1,1 million qui regardent ça, puis c'est en direct en plus. Alors, c'est sans filet, on peut rien réparer. Moi, tu vois, tu me dis, aimes-tu ça, faire des shows? Ben, quand tu es en direct à la TV pendant 2h30 de temps, c'est un genre de show. C'est pas nécessairement de l'humour, mais je te dis, tu sors de là et tu n'as pas pris du poids.
Ouais. Moi, j'avais, quand Danny est parti, souvent dans les articles, il disait « ça n'a pas de sens faire du live de nos jours ». Et quand je disais ça, je faisais « oui, c'est vrai, c'est vrai ». Puis j'avais comme oublié que sous-écoute, tu sais, moi, Chris... il n'y a pas beaucoup de montage. Mais non, il y a zéro montage. Puis en plus, c'est rare des shows que l'animateur est en blackout. Tu sais? Puis moi, à un moment donné, on avait parlé de sujets sensibles à sous-écoute. Puis j'avais dit après, j'avais fait « Hey, Caroline, je suis pas sûr des affaires que j'ai dit. » Pouvez-vous les enlever? Ben, tu sais, pas tellement pour le public, mais j'ai fait, tu sais, si les journalistes tombent là-dessus, puis tu sais, ils s'en vont te prendre une citation que tu as faite, puis tu fais « Ouais, mais là, on n'est plus dans le contexte, tu sais. » Puis il me dit « Non, tu l'as dit dans deuxième heure, il n'y a pas un journaliste qui va se taper le sous-écoute au complet. » Mais c'est vrai. Inquiète-toi pas. Puis c'est vrai, j'ai vraiment entendu parler. Moi, c'est vraiment... J'ai réalisé que, mettons, je te parle... les journalistes à potins, là, maintenant, ils écoutent sous-écoute, mais ils décrochent après 11 minutes parce que, tu sais... fait que s'il n'y a rien de choquant dans les 11 premières minutes, on est correct. Ils ne savent pas qu'il y a eu un striptease à la fin. Non, c'est ça. Ça pourrait finir, toi, qui parle contre Radio-Can, qui chie sa table. Tu n'en entendras jamais parler. Non, mais ça, on appelle ça des gestes manqués. Là. Il y a des gens qui font ça. Là. Quand tu vois quelqu'un là, qui fait une gaffe comme ça, tu sais, qui oublie qu'il y a des gens qui le regardent, puis qui oublie c'est quoi son rôle, puis qui te fait une sortie comme ça, il va dire, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une bulle au cerveau. Non, c'est un geste manqué. C'est comme si ton inconscient disait, sortez-moi de cette affaire-là. Ouais, ça, puis les 5 gin tonic qui te fait boire. Oui, mais en même temps, si tu as bu 5 gin tonic pendant que tu fais une entrevue, c'est parce que tu as besoin de fuir quelque chose. Mais écoute, la façon que ça se passe, ou t'as un ami un peu alcoolique qui te juge et qui fait « Voyons, Chris, ça calisse, c'est sur le web! » La façon que ça se passe, c'est ils remplissent ton verre, tu le changes, ils te demandent rien, tu bois ton verre, tu lances des gags, le monde rit, puis là, t'es comme, tu fais Chris, je suis comme avec mes chums, puis là, écoute, tu te mets à parler comme tu parles avec tes chums, c'est pas un geste manqué, c'est juste tes défenses sont complètement baissées, puis à un moment donde, tu ressors de là, puis tu fais ah, c'est enregistré, ça. Ouais. Nous autres, on a fait, je pense qu'on est rendu à 450 émissions, là, de Tout le monde en parle. Donc, 450 verres, là. Sais-tu combien en tout j'ai dû boire d'alcool en 17 ans? Moins tout, que Mike. là, c'était mille bouteilles. Non, mais moins que Mon février 2019. Non, mais si tu les remplissais, toutes les gorgées que j'ai prises, là, ça doit donner 2 bouteilles. OK. Pour vrai? Moi, pendant que je travaille... premièrement, le vin, ça donne la laine. Non, mais ça donne la laine sèche, tu sais. Oui. Tu sais, quand tu bois du vin, t'es souvent... comme ça. Surtout du rouge. Fait que moi, je prends une gorgée pour y goûter. Il est bon. Là, je prends une gorgée d'eau pour être capable d'avoir de la salive. Fait que finalement, je prends 3 gorgées dans l'émission. Le vin, c'est la pire chose à boire en jasant. Oui. J'ai un ami, il y a un humoriste anglophone canadien qui s'appelle Mike Wilmot, que lui, c'est un gros buveux de bière, puis il a changé au vin, puis il a perdu genre 100 livres, tu sais. Puis parce qu'il buvait vraiment comme un ivrogne. C'est assez sucré aussi, du vin? Oui, mais c'est parce que lui, c'était le genre de gars, il buvait genre 10-12 pintes par jour. Là, c'est un gros ivrogne. Puis... venant de toi, c'est quasiment un compliment! Mais il a perdu son poids en faisant de l'exercice, puis diète, et il a changé au vin. Fait que je m'étais dit, je vais essayer ça, faire du stand-up en buvant du vin. C'est la pire chose au monde. Ouais. Vu que tu parles, là, t'es comme, j'ai soif un peu. Calé, j'ai encore plus soif que j'avais. Il n'y a rien qui marche. T'sais. Mais ça délie les langues. Au début, surtout, là, les gens arrivaient, ils étaient nerveux. Là. Ben oui, mais sauf qu'en même temps, tu le fais une fois ou tu vois une fois ou deux un invité qui était un peu chaud, puis tu dis, mauvaise idée. Fait que là, tout le monde prend des petites gorgées polies. Je repensais à ça. Tu sais, mettons, la première saison, Tout le monde en parle. Il y avait une affaire qui était magique, c'est que le monde ne réalisait pas l'impact que Tout le monde en parle arrivait. Tu sais, mettons un Raël qui a scrappé toute sa crédibilité au Québec, le Doc Mayou. Tu sais, il y en avait gros qui arrivaient, puis qui, tu sais... Ouais. C'est... Ça... Tu sais,
t'as souvent dit en entrevue... Tu sais, au début, on disait que tout le monde en parle. Au début, c'était comme un dîner de con. Puis tu disais... En entrevue, tu dis tout le temps, non. Mais c'était un dîner de con, la première année. Non, pour faire un dîner de con, il faut un con. Ben, je viens de t'en nommer. Mais non, il faut dire des conneries faut dire des conneries. Il faut que tu arrives et que tu dis, je pense que ce que je fais, ça mérite d'être partagé. Puis si on t'invite à Tout le monde en parle, c'est parce que tu es assez connu ou tu as assez partagé pour qu'on mérite d'aller au bout de ça. Tu as nommé 2 exemples de gens qui ont présumé que leur public, c'était le public. Puis, tu sais, quand j'étais jeune puis que je faisais pas de la TV, je disais, hey, ils sont prétentieux les gens quand ils disent, moi, mon public. Non, mais ils font bien de dire ça. Parce que moi, mon public, c'est pas ton public, c'est pas ton public. Non, je pense que nous 3, il doit y avoir des points en commun quand même, mais ton public ou les gens qui viennent à ton église, c'est pas le public en général. Le public du Doc Mayou, c'est pas le public de Tout le monde en parle. Puis là, quand tu arrives là, puis tu dis toutes tes affaires, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en faux ou qui disent, ouais, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Ça se peut que ça arrive aussi. Puis, tu sais, 1,1 million de téléspectateurs, avec tous les médias qui le regardent, là, parce qu'on s'entend que c'est couvert comme la première année, t'es mieux d'arriver là préparé, hein? Parce que, non, mais pour le vrai, là, je conseille... Mais toi-même, Guy, au début de Tout le monde en parle, pensais-tu que ça aurait un si grand impact? Parce que, tu sais, quand on regarde ça, tu fais... C'est un show... tu sais, c'est un talk show, mais en fin de compte, Tout le monde en parle. En plus de parler de la nouvelle, si on veut, de l'actualité, fait aussi souvent la nouvelle. Ça crée de la nouvelle quasiment plus. Oui, ça arrive. Je dirais que dans les bons coups de Tout le monde en parle, c'est d'avoir fait changer... quelques réglementations très rapidement d'affaires qui traînaient, là, puis tu avais une jeune étudiante qui était pour se faire expulser du pays, puis le lendemain, le ministre l'appelait pour lui dire que finalement, elle pouvait rester. Là. Des affaires comme ça, c'est arrivé souvent, puis ça, pour moi, c'est des grandes fiertés de savoir que des politiciens veulent venir en premier lieu annoncer des décisions importantes, Tout le monde en parle. Je suis content qu'ils fassent ça. La seule affaire que je dirais aux politiciens, moi, je trouve que c'est cool de venir à Tout le monde en parle parce que tu peux sortir un peu de ta cassette puis montrer qui tu es vraiment. Mais je pense que si tu es un politicien puis tu ne vas qu'à Tout le monde en parle puis que tu refuses d'affronter les vrais journalistes, là, t'es chieux. Là, c'est poche parce que tu dois affronter les scrums, tu dois affronter les journalistes politiques, par exemple, qui te couvrent. Puis, viens avoir du fun à Tout le monde en parle ou viens annoncer des affaires si tu veux, mais affronte les gens qui sont capables de juger au quotidien de ce que tu fais. Là. Y en a-tu beaucoup, mettons, qui à l'époque, c'était encore avec le montage, qui t'appelaient après ou qui appelaient l'équipe qui disait le bout... Oui, puis je vais te dire ce qu'on faisait. Quand ça concerne directement ton travail, là, c'est genre, je veux même pas que tu finisses ta phrase. Ouais, j'ai dit telle affaire de mon coéquipier ou bien de mon collègue député ou j'ai dit non, ça, je suis désolé, monsieur, c'est votre travail, là, ou madame, tant pis, c'est une petite connerie, puis elle va être en nombre. Mais des fois, les gens, ils appellent, puis ils disent, tu sais, hier, là, j'ai fait une joke, puis j'ai dit que ma soeur était grosse. Elle n'est pas connue, puis elle est sensible. Peux-tu enlever ça? Je dis, mais certainement. C'est pas de la faute à ta sœur. Je vois pas pourquoi ta sœur, demain, elle va regarder l'émission, puis elle va éclater en sanglots devant tout le monde. Manger ses émotions. Elle n'est pas si grosse, ma sœur. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que c'est facile à faire, à déterminer c'est quoi la différence. Ta vie privée, c'est ta vie privée, mais c'est étalé dans tous les magazines à potins, ta vie privée est publique. Alors, je vais te poser une question là-dessus, si ça donne. Moi, je ne suis pas très potineux, mais des fois, il y a des affaires qui sautent d'en face. Mais si tu viens, tout le monde en parle, c'est pas là que je vais dire, pareil, que tu as une nouvelle blonde. Parce que c'est ta vie privée, puis j'aimerais pas ça qu'on me fasse ça. La version française a existé combien de temps? 7 ans. 7 ans. Puis, est-ce que le concept a été vendu ailleurs qu'au Québec?
À ma connaissance, au Liban, je pense que ça a duré 1 an ou 2. J'ai même rencontré au Liban les gens qui faisaient l'émission. OK. Guy Lepage libanais. Ah, c'était une femme. OK. C'était une femme, elle était très, très bonne, mais en tout cas pour ce que je comprends de l'arabe. Mais non, mais je l'ai parlé en français. Je pense que ça a marché 1 an ou 2. OK. Puis à ma connaissance, c'est tout. Puis il y a eu beaucoup de pourparlers pour le faire au Canada anglais. Ouais. Puis on avait même offert, nous, notre expertise en leur disant venez faire votre pilote à Montréal, dans nos studios. Ouais, on a demandé à George. George. Puis fait venir un joueur des Raptors, puis telle vedette qui tourne un film. Ah, ils ont fait un pilote avec George Stephanopoulos? Mais non, mais moi, je voulais que ce soit lui ou quelqu'un comme ça. On avait même pensé au gars, là, Gian Gomeshi. OK. Finalement, c'était pas une bonne idée. Mais, Gian Gomeshi. C'est un show qui aurait eu du punch. Oui. Lui, il aurait aimé ça au restaurant après, mais toujours est-il que... mais ils l'ont pas fait, puis il aurait dû. Ah ouais. Quand j'ai commencé à faire de l'humour en anglais, mes 2 premières affaires j'ai faites, c'est The Q avec John Gomeshi et la première partie de Bill Cosby. Puis là, tu sais, mettons, j'avais mon CV marchait, puis là, j'ai fait « Oh, Chris, va falloir que j'aille ailleurs. » Fait que t'as enlevé ces 2-là, puis là, t'étais rendu à besoin d'amour. C'est ça. Ouais, c'était Need love, entre parenthèses, besoin d'amour. Puis, un gars, une fille, et a été vendu dans combien de pays? 30. 30 pays. Donc, c'était surtout en France qui était payant. Hey, mais avec Jean Dujardin, ça, là, t'avais-tu une fierté comme quasiment un père quand il a gagné son Oscar? Ben, j'étais content pour lui. Mais tout ce qu'il a fait après un gars une fille, Jean Dujardin, ça lui appartient à lui. On n'a rien à voir là-dedans. Tu sais, au moins, quand il était dans un gars une fille, je dis, ben, il joue nos textes. Mais, tu sais, c'est un acteur formidable. Là. Puis je m'entends bien avec lui. Là, on est en relation, mais son Oscar, on n'a rien à voir là-dedans. Non, c'est plate que les journalistes n'écoutent pas jusqu'au bout, puis s'il aurait su que Guy est en relation avec Jean Dujardin. Oui, ça va bien. Mais il faut qu'on l'annonce à nos épouses. C'est pas... Non, mais tu sais, je m'entends bien avec lui, avec Alexandra aussi, là, parce que quand ils ont commencé, moi, j'ai fait partie du comité de sélection, tu sais. Fait qu'on les a choisis, Alex puis Jean. Mais à partir du moment, puis un gars, une fille, là, en France, là, ça a décollé, là. Ça a décollé, c'était débile. Puis c'était vendu comme, mettons, bref, en épisode plus court, hein, en France? Mais tu sais, à tout le monde, à un gars, une fille, pardon, beau lapsus, tu sais, c'était des émissions d'une demi-heure, puis il y avait 3 blocs différents entrecoupés par des pubs. Ouais. Fait que tu avais, mettons, la pharmacie, après ça, dans le lit, après ça, chez la belle-mère. Fait que ça, c'était toute l'émission qui passait le jeudi. Eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient la pharmacie le lundi, le lit le mardi, la belle-mère le mercredi. Fait qu'ils gardaient les mêmes genres de capsules, mettons, mais ils les divisaient en 3. Ils faisaient 3 jours, 7 minutes au lieu de faire 21 minutes. Ce qui est une excellente idée, d'ailleurs, mais ça ne marche pas ici. Le concept nord-américain de la télévision, il n'y a pas de place dans des grilles horaires pour mettre 7 minutes. Ça pourrait juste marcher, genre maintenant, avec le streaming. Tu sais, un Netflix, Tout.tv, là, ça marcherait. Oui, on pourrait prendre, par exemple, tous les un gars, une fille, mettons, du Québec, puis il y avait 150 émissions, puis en faire 450 capsules, parce que les histoires se tenaient... les un gars, une fille... ça passe en reprise, puis ça a super bien vieilli, hein, un gars, une fille. Ça passe, c'est les looks, puis les costumes, là, puis la grosseur des téléphones, qui passent pas super bien, mais je dirais que le rapport, mettons, appelons ça du couple, là, la relation dans un couple, entre un gars puis une fille, mais pas nécessairement juste un gars puis une fille, parce que la plupart des couples sont complémentaires, puis nous autres, on avait bien des feedbacks de couples gays. Parce qu'un gars nous écrivait puis disait « Ouais, moi, mon chum, il est comme Sylvie, il n'aime pas tel genre d'affaires. » Ou une fille, elle disait « Moi, ma blonde, elle n'aime pas ça le camping, elle est comme Guy. » Puis souvent, dans des couples, les gens sont... des lesbiennes qui n'aiment pas le camping. Ouais, c'est pas mon meilleur exemple. Mais tu comprends, souvent dans des couples, les gens sont complémentaires. Il y en a un qui tire vers quelque chose, puis l'autre, puis ça fait des couples. Non, mais ça fait souvent des couples de compromis. Puis les couples les plus ennuyants, c'est les couples qui sont pareils, là. C'est ceux qui disent
Nous avons adoré tel film. Ouais. Nous avons été déçus par Rome. Tu sais, où tu dis, ben Chris, faites-vous des soupers entre vous autres, puis expliquez-nous pas comment vous êtes formidables. Tu sais, il n'y a rien de plus plate que ça. Fait que ce rapport-là, le couple, c'est payant en dramatique, c'est payant en humour, parce que c'est toutes des affaires qu'on vit ou qu'on veut vivre ou qu'on a vécu. Les références, là, ils sont hyper clairs. N'importe qui est en couple, 1 an, 2 ans, là, qui a laissé passer un petit peu la passion pour la routine, là, il va se reconnaître dans plein que ce soit en 1950 ou en 2020 ou au Liban ou en Allemagne, c'est la même réalité. Ben moi, c'est ça qui m'avait surpris parce que moi, tu sais, ce couple-là, moi, à Montréal, je le mettais, mettons, sur le plateau, puis je me disais, hey, je suis même pas sûr que ça va pogner à l'extérieur de Montréal. Puis ça a pogné. Puis Chris, ça pogne au Liban. Puis je me suis rendu compte, oui, mais un couple là, de 30-35 ans qui se demande s'il veut avoir un enfant, s'il veut rester dans une maison ou dans un condo, s'il veut s'en aller en banlieue ou en ville, s'il garde sa job ou s'il part à son compte, ben ce couple-là, il existe à Paris, à Beyrouth, à Varsovie, à Moscou. Les seuls pays où ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de télé. Tu sais, mettons, un pays ultra pauvre qu'ils ne pensent jamais déménager peut-être en banlieue, ils n'en ont pas de télé. Ben, oui. Ils ne peuvent pas t'écouter. Puis moi, j'ai même été surpris de savoir que, ça a été fait en Afrique, au Sénégal, mais ça a été fait aussi à Dubaï. Au Sénégal, c'est-tu un gars 8 filles? Ça a été fait à Dubaï. Oui, à Dubaï, avec le gars qui a son affaire sur la tête, là, puis... Il y en a plus qu'un. Un quoi? Non, tu dis avec le gars qui a son affaire sur la tête. Oui, il y en a plus. Non, mais je sais pas comment ça s'appelle, là, mais parce que je bois de l'eau, là, je commence à être étourdi. Mais... Non, il y a une couple de versions qui sont un peu étonnantes, puis la raison pour laquelle je suis allé dans la plupart de ces pays-là, c'est que la première version qu'il y a eu, c'était la version flamande, en Belgique. Puis ils nous ont envoyé la première version, puis le gars et la fille étaient très laids, puis ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Fait que tu avais l'impression que c'était un gars qui frenchait sa sœur, puis qui essayait de la fourrer. Puis là, tu faisais arc. Puis là, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai vraiment pensé, je dis, c'est une surprise, il me niaise, là. Tu sais, je suis venu pour dire, asti, puis là, d'un coup, j'ai dit, non, c'est sûr qu'il y a des caméras. J'ai dit, voyons, ça n'a pas d'allure, en essayant de voir où c'est qu'il avait mis les caméras pour me rendre compte que, tu vois, t'as beau avoir des bons textes, ben si t'as pas un bon casting, des bons réalisateurs, etc. Fait que là, on a décidé de... autant que possible d'aller dans ces pays-là. Ça doit être magique, ça, quand tu vois, mettons, un remake de quelque chose que tu as déjà fait dans une autre langue, parce que tu sais exactement ce qu'ils disent, mais tu comprends rien. Tu es même capable de dire il s'est trompé ou il était faux. Ah. Tu sais, moi, je me rappelle une fois, je pense que j'étais en Pologne, puis le gars, il était en train de jouer, puis je le regarde faire, puis je dis, je pense qu'il s'est trompé. Puis le gars, il me regarde. Tu sais, on se parlait en anglais, puis il dit, comment ça fait que tu sais ça? Je dis, ben, il l'a pas dit de la même façon tantôt. Puis il dit, tu comprends le polonais? Je dis, non, mais j'ai de la mémoire, puis il l'a pas dit de la même façon. Puis quand quelqu'un joue mal ou qui fait de l'overacting, quand c'est pas ta langue, au lieu d'écouter les mots, parce que tu les comprends, ouais, tu le regardes jouer, puis tu dis, il me semble qu'il en met pas mal, il me semble qu'il exagère. C'est bien... je me rappelle une fois... j'étais en Grèce avec mon fils Théo, puis sa mère, Loulou, puis on est sur un traversier, tu sais, dans les îles grecques, là. Tu rentres ton auto, puis tu t'en vas. Et là, il y a beaucoup de monde qui parle français en Grèce. Fait que mon petit gars, il est assis à côté. Oui, okay. Oui, mon petit gars est assis à côté d'une madame grecque, qui est grecque, mais qui commence à lui parler en français. Puis mon fils était super poli. Je m'appelle Théo, j'ai 9 ans. Tata, nous venons du Canada. Puis elle parle avec. Et là, tout à coup, sur le bateau, il y a des émissions de TV qui commencent. Puis là, il y a la version grecque d'un gars, une fille qui commence à jouer, tu sais, comme dans les avions, là, puis tout ça. Puis là, elle dit... Puis là, Théo, il dit, c'est mon papa qui fait cette émission-là. Puis là, elle lui dit, mais non, c'est une émission très populaire ici, ça vient d'ici. Il dit, non, madame, c'est mon papa. Puis là, la madame, elle me regarde, elle dit, vous savez, votre fils est un petit peu menteur.
Je dis, ah oui, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il me dit que. Puis là, je dis, oui, c'est vrai. Fait que là, il est sûr qu'elle est avec 2 débiles. Elle dit, ouais, je prends pas pour de la merde, ce style-là. Puis là, elle arrête un peu de nous parler, puis à la fin du générique, ils mettent les noms. Puis là, c'était écrit idée originale de Guy Lepage. Puis là, Théo, il dit, vous voyez, ça, c'est le nom de mon papa. Puis elle a fait. Tu as-tu montré ton permis? Mon quoi? Tu sais, ton permis de conduire? Rendu, ben non, ben non. Okay. C'est moi, madame, que je reverrai plus jamais dans ma vie. In your face. Puis, mais pour moi, c'était... Ma tabarnak! Mais pour moi, c'était une fierté quand les gens pensaient que ça venait de leur pays. Ça veut dire que tout le processus... les Français, là, ils n'aimaient pas ça. En veux-tu une autre anecdote d'un gars, une fille? On envoyait les textes d'un gars, une fille à l'appel en France. Puis vers la fin, il était rendu quasiment en même temps que nous. Alors, je me rappelle, une fois, j'envoie des textes, dont une série de textes qui se passent dans le Sud. Fait que nous, on décide, l'équipe ici au Québec, d'y aller, je ne me rappelle pas quelle semaine. Alors, on arrive dans le Sud, on fait une scène sur la plage, et il y a 2 couples qui parlent un petit peu fort. Tu sais, on les entend. Puis là, je demande au régisseur, peux-tu aller leur demander de parler moins fort? Puis elle dit oui. Puis on recommence à tourner, puis le couple commence à parler un petit peu plus fort. D'un coup, il y a une madame qui arrive, elle dit « Monsieur Lepage, je suis avec un couple de Français, là, puis ils disent qu'un gars, une fille, c'est français, puis moi, je leur ai dit que c'était une émission québécoise. Pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît? » Puis là, je dis « Madame, effectivement, c'est une émission québécoise, c'est une émission qui est créée au Québec. La version que vous voyez, c'est la version française avec Jean puis Alex, puis ils refont les sketchs qu'on fait. » Elle dit « Mais c'est impossible, monsieur, parce que cette scène que vous êtes en train de tourner, moi, je l'ai vue la semaine passée à Paris. » Puis là, la madame québécoise, elle me regarde. Tu sais, comme je l'avais trahi, tu sais. Puis là, je fais... Ouais, c'est parce que, voyez-vous, madame française, parce que là, ils l'ont peut-être tourné 2, mais on l'a écrit avant. C'est nos textes, madame. C'est juste que ça a donné au niveau du tournage. Bye-bye! Hey, après ça, je suis repassé le lendemain, tu sais, je la vois de loin, la madame française. Elle était comme, regarde, c'est le Gad Elmaleh québécois. Ah ouais, c'est exactement ça. Exact. C'est exactement ça. Hey, j'irai avec une dernière... C'est le fun des jokes de Gad Elmaleh. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, non. Gad, tu l'as déjà eu oui. Tout le monde en parle? Écoute, mais il est charmant, ce gars-là. Hey, il n'est pas juste charmant. Il est super bon. Il est bon, là, Gad Elmaleh, là. Il joue bien, il chante bien, il fait tout bien. Ses lignes, on dirait qu'elles sont déjà rodées. Ah ouais. Mais mon point est, puis c'est pour ça que tu es insulté, je t'ai insulté, Martin Petit, c'est que quand tu as ce talent-là, ce serait tout un honneur pour n'importe quel auteur d'écrire pour lui. Puis il pourrait dire Gad Elmaleh, puis mettre les auteurs gros de même sur le poster, puis personne n'y met. Mais pas rien que ça, c'est quand tu voles du stock, tu peux le mettre sur le dos de tes auteurs aussi. Non, mais tu les payes. Je veux dire, il est très, très riche. Moi, une grosse vedette. Il pourrait payer ses auteurs, puis prendre les textes des autres, parce que ça s'est fait. Puis c'est un deal de gré à gré. Puis... J'ai un ami new-yorkais qui écrivait pour lui quand il est déménagé, quand il est passé un bout de temps à New York. Ouais. Puis j'y avais dit... tu sais, le gars, en plus, c'est un Américain, mais il a appris le français. Il est un peu autiste. Il a appris le français sur YouTube, là, tu sais. Puis j'y avais dit, pour vrai... c'est un voleur de gags, puis il a dit « Ouais, j'ai remarqué parce qu'il a dit « J'y vends mes jokes. » Là, il dit « Je vais prendre elle. » Puis il me paye pour les jokes. Mettons, les jokes qu'il achetait, il les faisait à New York, mais il dit « Des fois, je vais sur YouTube, puis je vois les jokes qu'il ne m'a pas achetés, qu'il les a fait en France ou à Montreux. J'étais comme « Tabarnak, le gars vaut 60 millions. Ouais. Payer un gag à un humoriste de Comedy Club de New York, tu lui donnes 2,50. Non, mais c'est juste ça qui est insultant, parce que est-ce que c'est un grand artiste? La réponse, c'est oui, là. Il clenche la plupart des humoristes à peu près à tous les niveaux. Paye tes auteurs, câlisse, c'est tout. Il y a, nous autres, la critique la plus weird qu'il y a sur, tu sais, les reviews de Google, là, quand tu regardes le Bordel Comedy Club, tu sais, mettons, on a surtout des 5 étoiles, mais on a
quand tu cliques un étoile, celui du haut, c'est une madame qui a dit qu'on est antisémite parce qu'on ne laisse pas Gad Elmaleh jouer ici parce qu'il est juif. Puis j'étais comme, ah ouais, OK, je savais pas que c'était pour ça que je l'haïssais, tu sais. Moi, tu sais, on a plein d'autres humoristes juifs qui jouent, puis... Mais tu sais, en plus, c'est que dans le milieu des humoristes, il y a comme une solidarité là-dessus. Puis quand quelqu'un fait pas la joke d'un autre, mais tu sais, on est tous inspirés par les mêmes sujets. Tu peux te rendre compte que les tabarouettes, c'est pas le même wording, mais c'est à peu près le même gag. Tout le monde essaye de ça. Excuse, quand est-ce que tu as fait ça? Mais au mois de novembre passé. Oh boy, OK. OK, je vais arrêter de le faire. Oui, je vais arrêter de le faire. Puis, en tout cas, moi, je sentais ça dans mon temps, puis je le sens avec vous autres. Je le sens avec... Tu sais, il y a ce respect-là là, de ne pas voler les gags des autres. Puis en plus, un gag, c'est plus facile à écrire que de passer du temps à le défendre contre quelqu'un. En tout cas, pour moi, là, genre, je ne perds pas beaucoup de temps à défendre des jokes. Si tu l'aimes pas, ben, si elle existe déjà, m'en faire un autre. Puis, ça me choque quand les gens n'ont pas cette honnêteté-là ou cette rigueur-là. Ben moi aussi. Hey, on va aller... Oui, il nous reste 5 minutes parce que Guy... j'ai des enfants en bas âge. Il y a des enfants en bas âge. Et fait que... C'est moi qui vais le chauffer, inquiétez-vous pas. Fait que j'irai avec une dernière question. Donc, quand t'as des enfants en bas âge, t'as une femme aussi en bas âge. C'est bon gag. Par rapport à moi, oui, mais elle a quand même 43 ans. Là, c'est comme... Hey, je suis vieux, quand même. J'ai une question pour GF. Quand tu as vu l'engouement qu'il y a eu pour les Bougons dans le dernier Bye Bye, ça te donne pas envie d'essayer de rebooter ça ou de faire un autre film ou peut-être une... C'est une longue réponse si je réponds complètement, mais disons que moi, mon histoire de vente des Bougons à l'international, ça n'a pas été straightforward comme un gars de fille, mettons. Là, ça a été bien pénible. Puis moi, j'ai comme... Les Bougons, ça a été une grande fierté, mais ça m'a beaucoup blessé à plusieurs égards. Pour faire le film aussi, il a fallu faire beaucoup de changements. Il est arrivé plein d'affaires. Fait, au final, fallait pas le dire quand ça sortait, mais c'était pas le film qu'on voulait remettre. Puis c'était pas le film du premier scénario. Écoute, il y a eu 5 réalisateurs qui sont passés dessus, qui nous ont fait réécrire. On a eu... 5 réalisateurs. Ça a été sur une période de 4-5 ans, je pense. Là, à un moment donné, je disais à Avard et à Morissette, parlez-moi en plus, je ne veux plus l'entendre parler. Puis d'habitude, quand tu es rendu au 5e réalisateur, c'est lui le meilleur. Attends, notre comic relief, Antoine Bertrand, a fait une crise cardiaque durant 2 semaines de tournage. Fait que là, tu es obligé de couper tes scènes les plus drôles parce qu'il est en train de mourir. Puis tu peux pas faire... Parce qu'il est en train de mourir, tu sais. Tu fais, mais là, on est-tu assuré pour ça, tu sais? Puis ils font, on est assuré pour tout avec Antoine, sauf malaise cardiaque. Il y a quelqu'un qui se doutait de quelque chose. Fait que... Moi, quand ils ont essayé de prendre une prise de sang, il a fait « Prends du bras droit, t'as le bras gauche, il est engourdi, il lève plus. » Prends ta bière de l'autre main. Fait que tout ça pour dire que les Bougons, pour moi, ils vivent encore dans un univers parallèle. C'est des personnages qui continuent leur vie et je leur laisse vivre leur vie dans cet univers-là parallèle et j'imagine... Tu sais, t'as aussi... c'est ça. Tu veux pas t'accrocher à ton succès puis faire... Tu sais, c'est comme admettre que tu peux pas faire d'autre chose, on dirait. Fait que j'ai toujours espoir, moi, de redevenir à la mode. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Je trouve ça sage. Vraiment, c'est une bonne réponse. Je veux vous remercier, les deux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Guy, d'être venu. Moi, je ne pouvais pas dire non Jean-François. quand j'ai su que c'était Guy. Ah non, je sais, mais c'est pour ça qu'on t'a appelé. On s'entend bien, on s'entend super bien. Alors, tu veux nous remercier? Oui, je veux vous remercier. Oh, ouais. Non, là, ça va trop loin. Je suis outré. Ah, vois-tu, là, ouais. Là...
Hey, merci beaucoup. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde.